Vous êtes sur Cryptshop.com, ici c'est Joe, je suis accompagné de Bruno et de François. C'est l'heure du podcast mensuel, aujourd'hui on vous parle 3D. Le podcast de Cryptshop.com. Cryptshop.com. Welcome to Prime Time, bitch. Vous êtes, comme je vous l'ai dit juste avant le générique, sur Cryptshop.com. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui on va parler 3D. Alors je suis comme d'habitude accompagné de Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Bon, eh ben super. François, Bonjour. fidèle au poste. Toujours. Eh bien, écoute, c'est très bien. Et aujourd'hui, on reçoit avec grand plaisir Pascal Cid et Julien Lacombe. Bonjour messieurs. Bonjour. Qui vont venir avec nous parler non seulement de 3D, mais également de Derrière les murs. Je me trompe pas, c'est bien le titre du film. Pour l'instant. Ça va changer. Ça va changer ? Ça va changer. D'accord, ok. Donc pour un film qui s'appelle pour le moment Derrière les murs, qui sortira en 2011 avec Laetitia Casta, Thierry Novik et Jacques Bonafé. Et ce film a la particularité d'avoir été réalisé en 3D et il me semble bien que c'est le premier film français à être tourné intégralement en full 3D. Alors, il y a pas mal de discussions, mais à notre sens, c'est le premier long métrage français de fiction en 3D. Je sais qu'il y a eu des boulards dans les années 80 Oui. en 3D français. Donc, je pense qu'ils peuvent... On peut citer deux titres. Emmanuel 5 et Le pensionnat des petites salopes. Ouais, voilà, exactement. Donc, voilà, je pense qu'ils ont gagné. Mais Ouais. bon, voilà, en fait, ce sera le premier le film de long métrage français qui sortira en salle. À destination du grand public. Voilà, exactement. D'accord, très bien. En vue d'une exploitation pour rapporter de l'argent. Voilà, exactement, oui, tout à fait. Même si, on le sait, le business du X était, surtout dans les années 80, un business quand même fameusement lucratif Florissant. et florissant. Si on remonte aux origines de la 3D, elle est apparue dans les années 50 aux États-Unis. Même si un type de 3D avait déjà été créé au début du 20e par Thomas Edison et des machines dérivées de son kinétoscope, mais ça s'apparentait plus à de la photographie animée en 3D. Mais la 3D telle qu'on l'a connue dans les années 80 aux États-Unis avec les drive-in, la 3D stéréoscopique, elle est arrivée dans les années 50, alors que les productions cherchaient à résister au succès de la télé et donc à inciter les spectateurs à venir en salle. D'ailleurs, c'est souvent dans les films de genre que la technique est employée. Qui n'a pas vu les affiches vintage de la créature du lagon noir avec écrit en gros 3D dessus. Pareil pour la version originale de House of Wax, par exemple, avec Vincent Price. Et puis, dans les années 70 et 80, avec Les Dents de la Mer 3, Vendredi 13 3, Meurtre en 3D, boum, ça revient à la mode. Mais bon, son utilisation reste marginale puisque la réalisation et l'exploitation en salle de la 3D est un procédé qui coûte cher à mettre en place. Fin des années 2000, c'est l'avènement de la 3D telle qu'on la connaît aujourd'hui, grâce en grande partie à l'émergence du numérique. Finalement, aujourd'hui, c'est rare de voir un blockbuster qui ne soit pas annoncé en 3D. C'est devenu un business très lucratif, pour le meilleur comme pour le pire. Alors aujourd'hui, on en parle. Voilà, c'était ma petite introduction. Bien résumé. bien- Bon bah on a c'est bien fini. récité. Merci de nous avoir écoutés. Et voilà, non mais depuis le début de ces podcasts, vous savez, je fais un peu les choses par-dessus la jambe. Aujourd'hui, je me suis dit, allez, on se sort les doigts du cul, on écrit une intro. J'espère que ça vous C'est aura très bien plu. lu. Bien lu. Voilà, merci. Bien fait. Merci Wikipédia. Mais je non, pense j'ai qu'on- tout réécrit, vous n'êtes pas sympa. J'ai tout paraphrasé bien à mon... Bon, tant pis. Julien, Je pense qu'on va cuisiner un petit peu nos invités d'abord. Eh Qu'est-ce que ben, t'en penses, très, Joe très bien, allons-y. Très bien. Je te laisse commencer. Eh avec, ben, je notre sais pas, petit, revenons sur les... Tu veux commencer par notre questionnaire ou... On va commencer par un petit questionnaire gentil, parce qu'on fait tout le temps, on a tout le temps un petit questionnaire débile à nous, composé de 3 questions. On va commencer par... alors, vous pouvez répondre de manière collégiale ou un par un, si vous n'avez pas la même réponse, c'est comme vous le sentez. Certes. Votre œuvre honteuse. C'est-à-dire le truc que vous aimez et que personne ne kiffe, mais que vous défendez bec et ongle. Qui commence? Que tout le monde déteste. Non, Ouais. pas forcément, mais, Non, non, mais, ton nanar préféré. D'accord. Bon, moi j'aime bien Piège en haute mer. Eh ben, soit. Avec Moi aussi, j'aime Steven, beaucoup Piège en haute c'est mer. ça. Ouais. Un bon vieux Steven Seagal, quoi. Voilà. Moi, j'aime bien Rocky 4. Moi. Un instrument d'autre, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit. Bah, je D'accord. pense que c'est des nanars qui plaisent à pas mal de gens quand même.
Bah, Ouais, pour le tu voudrais côté- qu'on aille plus loin Ah, vous pouvez éventuellement, bien sûr. Ah, vous avez le droit, hein. On est là pour ça. en Parce même que temps. c'est des nanars respectables. hein, Oui, ce c'est que vous assez avez cher, cité. ouais, hein. Ouais, exactement. Il y a des, nous, on connaît des gens qui aiment Super Mario Bros. Le film. D'accord. Moi, Voilà. j'aimais bien. Hein. Voilà, on en tient. Ouais, j'avais 10 ans quand j'aimais bien. Oui, c'est pour ça. Très bien. J'aime bien le Momo Puma aussi. Je sais pas si c'est Homo connu. Puma, ouais, mais Ouais. c'est du Nanarland, donc C'est pas mal. L'homme puma, Ouais. j'en ai entendu parler de ce film, Il est mais pas je mal, ne il est sais pas ce que c'est. Mais intéressant à voir. Très Intéressant à voir. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il faut Ouais. voir. C'est nanar, mais ça reste regardable quand même. Mais voilà. Ouais, Très enfin, bien. ça reste regardable, ça défie les lois de la gravité quand ils volent. Il y a un peu Ouais. tout. Quand Ah, même. donc François, tu l'as vu, toi? Ouais, je l'ai vu, ouais. Et c'est sympa, ouais. C'est dur. Non, il y a pire, il y a pire. Ah, En même il y a temps, largement pire. Là, vous écoutez le podcast, mais on est dans le salon de chez François et vous n'avez pas vu sa collection de DVD qui compte quand même un sacré nombre de gros nanars. Ça a l'air d'être un peu sa Ouais, mais je passion les dans la assume vie. tous. Hein. Absolument, mais je ne dis pas le contraire. Ce ne sont pas des œuvres honteuses. Alors, la deuxième question, si vous aviez un fantasme geek que vous aimeriez voir se réaliser, que ce soit au cinéma, dans la musique, n'importe quoi, quelque chose qui vous tient à cœur, mais un truc qui... Ouais, voilà, un fantasme, quoi. Un projet que vous aimeriez voir se réaliser. Moi, il y a 15 ans, j'aurais dit Le Seigneur des Anneaux en film, par exemple. Malheureusement, Moi, je il y a sens une qu'on va news, parler. bon, on de- va parler de la même chose, mais Bah, une là, news qui vient de tomber qui est. bah, qui là, fait je un peu vois, mal au je, cœur, mais, je vois des étagères avec Akira dessus Ouais. mais j'ai les larmes de sang qui roulent sur mes joues. Pourquoi, que se passe-t-il? Vous avez Parce une que news qu'on Akira n'a pas va encore être, va être donc adapté. eue Ça y est, Pour c'est l'instant, c'est définitif. des frères Hughes qui réaliseraient. Ouais. Ça se passerait à Manhattan et le rôle vient d'être offert à Zac Efron. Rôle de Canada. Tu nous non, vous déconnez. Oh non. Alors là, donc on est chez moi. Il y a 2 statuettes de Akira. Il y a tout ce qu'il faut. Je suis un gros fan hardcore. Bon, on va arrêter le podcast maintenant. Je vais aller pleurer 5 minutes et je reviens. Tu peux sauter là, t'es pas trop. ça va, Putain, c'est tu peux dingue t'en parce qu'ils sortir. avaient parlé de DiCaprio pendant un moment. Ah, mais DiCaprio produit le film. Il continue à produire, mais il y a mais Zac même. Efron dedans. À Manhattan. Non mais oui, non mais de Fin de toute l'histoire. façon, Non, c'est mais de toute Moi, façon, le fait, c'est- ce qui me fait le plus pleurer, c'est pas tant Zac Efron, qui j'imagine peut être un bon comédien, on sait jamais, il peut se révéler. Et tout. Bien sûr. Enfin, je pense que c'est un bon comédien. Après, c'est plutôt le principe de délocaliser, d'oublier complètement Néo Tokyo, de placer Bah ça ouais. dans un Néo Manhattan. Mais ouais, Euh, d'oublier complètement, c'est Voilà, limite et je pense anti-américain qu'il y a- sur la fin. Enfin, c'est- voilà, il y a quand même il y a toute une partie de l'intrigue qui se passe avec les Américains, quand même réminiscent de la guerre nippo-américaine. Bah ouais. enfin, Donc je vois pas trop, voilà, c'est un peu curieux. Bref. Ouais. Mais sinon, vous avez un fantasme geek, un vrai. Pas une dépression geek. Un C'était ça. qui serait bien quoi. Un où on serait content. Excusez-moi, j'ai envie Oui, de dire, non. le fantasme geek d'Akira, il a déjà été réalisé par Otomo en fait. Hmm. À la base, c'est une BD et le dessin animé 20 Ouais, ans mais après, ça, pour moi, ça c'est reste un tout. dessin animé, mais c'est vrai que le voir en live, il y avait quelque chose d'intéressant. Je sais pas. Enfin, moi, ça me bottait maintenant. Bon, il y avait un bon film de Street Fighter aussi, ça aurait été pas mal. Ah ouais, ça aurait été bien. Mais on l'a malheureusement toujours pas eu. Voir un bon Dragon Ball en live. ça Oui, pourrait mais être intéressant. c'est- Mais là, c'est- Dragon Ball Evolution, bon voilà. Ah bah oui, non, on peut passer à côté. En même temps, peut-être que dans 10 ans, il y a des jeunes réalisateurs qui diront ah mais moi j'aimais bien Dragon Ball Evolution, j'avais trouvé ça cool. Ça sera l'œuvre honteuse de quelqu'un. peut-être. Exactement, mais pourquoi pas après tout. Alors dernière question, qu'est-ce que vous faisiez hier soir? Sans vouloir être trop intrusif. Putain, merde, J'étais à un anniversaire et je me faisais chier. Tout simplement. On l'écoutera probablement. Pascal. Putain, moi j'étais en fin de déménagement et j'ai transporté des lourds paquets. D'accord. C'était pas cool. On était pas cool hier soir. C'était pas ouais, Une chaude soirée, quoi. Ouais, c'est soirée de merde. soirée ambiance. D'accord, très bien. En même temps, vendredi soir, que voulez-vous. Bon, alors merci déjà d'avoir répondu à ces quelques questions. On part sur la 3D maintenant, après cette merveilleuse intro wikipédiesque que je vous avais préparée. Merci. On commence par le commencement. Alors vous, donc là, vous vous êtes attaqué à la 3D. Est-ce que vous en aviez une connaissance développée avant de vous attaquer à cette technique? Est-ce que vous aviez étudié comment ça s'était passé dans les années 50, 80? Avant de tourner. Oui, bien sûr, oui, c'est ça que je veux dire. bah, en amont. C'est-à-dire que l'idée de faire de la 3D ne vient pas du fait qu'on l'a étudié depuis 10 ans. et Non, tout. d'accord. Mais Bah, on avait une connaissance théorique. Enfin, moi, je m'intéresse pas mal à la stéréographie parce que justement, j'aime beaucoup les vues stéréographiques de la fin du siècle dernier, Mhm. qui sont assez marrantes. Quand on voit des vues stéréographiques de l'Expo universelle de 1889 ou des choses comme ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce Ouais. qu'on peut expliquer ce que c'est un petit peu la Une vue stéréographie? stérographique, c'est simplement c'est le principe de mettre deux appareils, enfin
2 appareils photo l'un à côté de l'autre avec un anthrax qui était à l'époque de 6,5 cm, c'est-à-dire l'anthrax entre les deux yeux. Ouais. L'anthrax humain, c'est l'écartement entre les deux objectifs, c'est le point focal. Et voilà, donc les vues stéréographiques, ça me plaisait beaucoup. Nous, de toute façon, on est quand même bien au fait des techniques, puisqu'on a commencé un petit peu en étant des techniciens, et c'est vrai que on connaissait tout ce que tu disais, c'est-à-dire les films des années 50, les films des années 80 et tout. Mais c'est relativement récemment qu'on a commencé à s'y intéresser de manière concrète. Et ça fait 2 ans qu'on se dit, avant Avatar et compagnie, qu'on se dit qu'il y a quelque chose à faire de ce côté. En fait, c'est depuis un projet. C'est MK2 qui nous a mis sur la voie. Ouais. Parce que MK2 s'est équipé avant tout le monde, je ne sais pas si vous en souvenez. Leur salle, tu veux dire ? Leur salle, ouais. Et ben, c'est ça c'est le nerf de la guerre, de toute façon. C'est la diffusion. Comme tu disais tout à l'heure, pour préciser, le cinéma en relief s'est arrêté parce que ça coûtait cher, mais surtout parce que la diffusion était improbable, avec les lunettes bleues et rouges, et surtout qui faisait très mal à la tête, et qui supportait très mal une vision d'un film d'1 heure et demie, voire plus. Là, maintenant que les techniques de diffusion sont plus légères, ils font moins mal à la tête, on va dire, moins pour l'instant. Et MK2 s'est équipé très vite parce qu'ils savaient qu'il allait y avoir beaucoup de films en 3D qui allaient sortir, bien avant UGC d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand Avatar est sorti, eux ont gagné beaucoup d'argent et pas UGC parce que parce qu'ils étaient plus équipés. Et ils avaient pour ambition de produire un film en 3D avant tout le monde. D'accord. Et on en a parlé. On s'est mis à s'intéresser donc à cette technique, et c'était fin 2008. Ouais, c'est milieu 2008. Milieu 2008, voilà. Ouais. On a commencé à se renseigner. Curieusement, les industries techniques françaises étaient très au fait des choses, puisqu'ils avaient tous, l'envie d'en faire, mais ils n'avaient juste pas de projet. Et voilà. Et en gros, vous expliquer ça parce que finalement la 3D. Non, mais il y a eu des projets en France, ne serait-ce qu'en France, il y en a eu. Simplement, c'est des films souvent énormes. Et aujourd'hui, la 3D, dans l'état actuel des choses, c'est un surcoût. Et même si ça peut être léger à lourd. Imaginons pour un film sans effet visuel, ce qui est rarement le cas des grosses productions. Bien sûr. Ça peut être relativement léger, mais pour des grosses productions françaises où on parle de budget entre 30 et 50 millions d'euros, ce sont des très grosses productions. Si on rajoute un surcoût de 10 à 20%, ça fait beaucoup de millions. Ça reste encore aujourd'hui une technique coûteuse. Ça dépend pour qui en fait. Ça dépend du type de projet. C'est une technique qui est coûteuse, mais qui rapporte. C'est-à-dire en termes de ratio d'entrée. Pour l'instant, le marché français n'a pas pu le montrer, ça, puisqu'il n'y a aucun film. Mais aux États-Unis, avec le surcoût des billets, vous savez bien que ça coûte 3 $ de plus aux États-Unis, 3 € en France, voire 2 ou 1 € pour la location des lunettes. Pour la location des lunettes. Tout ça, c'est pour l'exploitant. Et ça fait beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'un film qui coûte, je sais pas moi, 10 millions d'euros. Il en rapportera 2 fois plus en salle s'il est en 3D, a priori aux États-Unis en tout cas. D'accord, ouais. Mais est-ce qu'il y a aussi un côté, vous pensez, comment dire, culturel, pas culturel, mais du public en France qui est un petit peu réticent pour une partie les films en 3D marchent, il n'y a qu'à voir le taux d'exploitation des salles. Aujourd'hui, on est à 2500 salles équipées. En avril, on sera à 2500 salles équipées, et je pense que d'ici 3-4 ans, pratiquement toutes les salles françaises seront équipées en numérique. Il y a un basculement qui se fait de toute façon. On abandonne complètement la projection en pellicule. Et vu que l'équipement de 3D, quand on équipe avec un projecteur numérique, c'est une fraction du prix du projecteur, quel est l'intérêt pour un exploitant de ne pas prendre un projecteur en 3D Donc pratiquement toutes les salles d'ici 5 ans seront équipées en relief. Et on voit bien que les films en relief marchent plutôt bien en France. Le seul souci, c'est vraiment le souci, c'est les conversions qu'il y a eu qui ont peut-être pu poser problème à certains spectateurs. Donc les films qui sont pas tournés en 3D au départ, qui sont pas tournés en stéréo, qui sont adaptés, mal adaptés. Par exemple, un film comme Alice au pays des merveilles ou Choc des Titans sont des films qui sont mal adaptés. Mais alors pourquoi est-ce que c'est une technique qui est assez vieille Moi, je me souviens être allé voir au Futuroscope le truc de Jean-Jacques Hano, les ailes du courage. La technique marchait déjà très bien. C'était un gros réalisateur, il y avait Val Kilmer, il y avait des gros acteurs, et ça n'a pas du tout développé au grand public. Les cinémas ne sont pas équipés, il n'y a pas de projets qui sont nés, alors qu'à l'époque ça marchait déjà très bien. Moi je me souviens, après j'étais plus jeune, donc peut-être que j'étais c'était quoi comme lunettes à l'époque?
je m'en souviens pas, j'étais beaucoup ça. plus jeune. Mais il y avait ça. Mais ça marchait bien, on volait au-dessus de la cordillère des Andes en 3D et tout. C'était quand même c'était un gros film. C'est souvent un Mais film ça restait où- du spectacle, mais ça entre guillemets, de foire, enfin de parc Ouais. d'attractions, quoi. Mais c'est souvent un film ou un événement particulier qui déclenche quelque chose en Donc là, France. c'est Avatar. C'est Avatar. Avatar qui a déclenché tout. Ouais. Le film de Jean-Jacques Hano, c'était un court métrage en plus. Donc ça c'est durait Ouais, 45 moyen minutes, métrage. 40. Ouais. Ah ouais, C'était un mais moyen. bah, Ouais. voilà, malgré tout, un film en dessous d'une heure, ça reste quelque chose qui n'est pas exploitable en salle. C'était un outil de foire. Après, voilà, c'était un outil de foire. Il durait 45 minutes parce que c'est une attraction et que déjà c'est super long pour une attraction. Non, mais bien sûr. 45 minutes. Donc, Je pense que dans les années 80, je voudrais juste préciser un point, il y a 3 grosses attractions qui ont été développées Ouais. sur le principe du relief et qui ont Absolument. vachement marché de manière globale dans le monde entier, quasiment, je dirais. Donc il y a les ailes du courage que vous venez de citer. Il y a Captain EO dans les parcs Disney. Avec Michael. Avec Michael, voilà, c'était produit par George Lucas déjà et c'était réalisé par Coppola. Ouais. Et le troisième, c'était Jack Cameron. Terminator. Voilà, à l'époque de Terminator 2, qui avait sorti Terminator 2 3D, Tout à Battle Across Time, dans les studios Universal. Voilà, donc Cameron déjà, c'est vrai, il était un peu avant-gardiste, entre guillemets. Mais voilà, c'est vraiment les 3 gros trucs qu'on pas mal cartonné au point de vue grand public, et en dehors du cinéma Moi, j'avais finalement. kiffé Freddy 6 en 3D. Écoutez. Ouais. Mais c'était lunettes bleues et rouges encore. Ouais, à l'ancienne, bien sûr. Et donc les procédés dont on parle, là, Michael, Captain EO, tout ça, je sais pas, ça devait être. Je pense pas que c'était du bleu rouge. Enfin, Si, Non. c'était du bleu et rouge. Ah bon? Parce que Ouais. moi, je me souviens des lunettes de Disney, elles étaient noires. les ailes du courage, c'était pas du bleu et rouge, hein. C'était déjà les espèces Ah. de lunettes grises qui donnaient l'espèce de couleur toute fade. Enfin, les couleurs pétaient pas et c'était les prémices de. C'était probablement du passif, de la polarisation. Ouais. Mais voilà, je pense qu'il Alors, fallait pourquoi Pourquoi? Alors, il y a quand même Cameron, il y a quand même Lucas, il y a quand même Hano. C'est quand même Mais parce 3 que ça gros noms. restait du parc Ouais, mais d'attraction, tout pourquoi est-ce simplement. qu'à l'époque personne a voulu passer le pas Parce comme que je pense maintenant, et que Si maintenant, Cameron tout avait fait Terminator 3D pour Dès le le début. cinéma, c'était bon. Ouais. C'était bon, mais sauf Non. qu'il l'a fait pour un. Non, mais c'était pour un parc extrêmement d'attraction. lourd. Et pourquoi est-ce que donc c'est passé du côté attraction, c'est un parc d'attraction, à maintenant on le diffuse au grand public et tout se fait en 3D. Même les chiens qui parlent contre des chats, on les met en 3D. On met tout maintenant en 3D. Bah, tu quoi. sais, Est-ce que ça reste pas de l'attraction et que ça. ça dépend. Moi, je pense très sincèrement qu'il y a une espèce d'envie de contrer le piratage. Ça, c'est certain, à mon avis. Ouais, comme Ouais. on disait là, dans Rendre les années 50, la 3D pour Rendre le cinéma incontournable. Ça, pour moi, c'est sûr que les Américains et les studios américains ont beaucoup compté là-dessus. Ouais. À obliger les gens à aller en salle. Et est-ce que c'est une bonne raison? Enfin, est-ce que c'est selon vous la bonne? Nous, on l'a pas fait pour ça. Voilà, c'est ça, d'accord. Voilà, Vous, c'est ça, pas autre votre chose. démarche. Ouais. Nous, c'est vraiment la 3D pour un outil narratif et la 3D pour plus d'immersion, ce qui, en mon sens, est le cas d'Avatar. D'accord. Il l'a fait pour ne Oui. pas être un énième film. en full Avatar, ça fonctionne parce qu'il nous jette pas un objet à la Tout à figure fait. toutes les 5 Tout à secondes fait. et que, moi, de ce que j'en ai vécu, c'est qu'au bout d'un moment, on l'oublie. On est sur Pandora et on flotte. Et t'y crois surtout. Et on y croit. Parce que ce n'est pas de la synthèse. Je l'ai pas encore revu, pas en 3D, je l'ai vu qu'à l'époque en salle, mais je pense que j'y croirais autant devant ma télé qui est pas une télé 3D. quoi. Non, c'est sûr que non. Non, moi je suis pas du tout d'accord. Moi, ce j'attends de le qui voir, m'a fasciné justement dans Avatar, c'était que des effets dont je sais. Quand j'ai vu franchement la bande-annonce en 2D, j'ai pleuré, j'ai dit franchement ça va être ridicule. Les mecs bleus et tout, j'ai trouvé ça, mais c'est vraiment ça me. Je suis d'accord. Tout voilà, il y avait une direction artistique qui me paraissait complètement défaillante, et le fait de le voir en relief, de voir des objets qui sont faits en 3D, enfin en image de synthèse, prendre justement du volume, et pour moi ça les a rendus vrais. Ouais. Je me suis dit j'y crois, puisque Ça regarde. aurait pu être le cas de Star Wars. Star Wars, la nouvelle trilogie, si elle avait été tournée en 3D, on aurait peut-être plus accepté certaines scènes en full 3D. Ouais. Qui aurait eu l'air moins cheap. Qui aurait l'air moins synthèse. Tiens, on te remet une ville en synthèse, on n'y croit pas un instant. Avec ce genre d'argument, j'ai l'impression qu'on pourrait filmer une cuvette de shots en 3D, que ça la rendrait intéressante. Mais non, Vous mais voyez ce que je attends, veux dire mais le truc c'est que là tu parles à des gens qui y croient en fait. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai pas l'impression que ça. Un sujet qui est intéressant à la base, mais à la base, c'est-à-dire le sera encore plus en relief. Un sujet qui est inintéressant en 2D le sera pareillement en 3D. Ça, je suis Non, mais d'accord voilà. avec vous, d'accord. Donc après, Donc vous pensez que c'est plus le sujet et la thématique qui prend le pas sur la c'est direction artistique, le dans ce cinéma cas-là. c'est une histoire. Après le reste. Et l'outil te permet de développer ton histoire au même titre qu'une belle photo, au même titre qu'un bon son.
le scope, la couleur. Bah là, le relief t'amène la profondeur. Parce que tu peux dépouiller tous les. Sinon, si on part de ce point de vue, oui, la 3D n'importe rien, on peut dépouiller tous les artifices techniques. On peut dire pourquoi faire un son en 5 points, ça n'a aucun intérêt. C'est vrai que le son est en 3D depuis maintenant de nombreuses années. Non, mais l'image c'est est vrai en que retard. par exemple, dans Star Wars, on entend les TIE Fighters arriver avant qu'ils arrivent sur l'écran. Et quand ils arrivent sur l'écran, le son suit. C'est vrai que c'est bête que l'image n'était pas aussi en 3D. Et pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, moi je suis pas persuadé que ce soit un truc des exploitants et tout. Je pense que c'est un effet d'aubaine des exploitants, enfin toute cette folie autour de la 3D. Il y a un homme derrière tout ça qui y a cru, c'est Cameron. Je pense que ça remonte à loin, peut-être au moment où il a tourné Terminator 2 3D. Il a vu que c'était l'avenir. De toute façon, il fait un film tous les 20 ans, donc il a eu le temps de réfléchir à son truc. Je pense qu'il était, à mon avis, déjà à moitié persuadé qu'il fallait le faire, par exemple, sur un film comme Titanic. Simplement, le problème, c'est qu'à l'époque, les caméras, c'était pas des caméras en numérique. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre... Il y a un problème technique, c'est les problèmes de synchronisation. Et que le matos qu'ils avaient, par exemple, sur les ailes du courage, était extrêmement lourd. Je veux dire, c'est un truc de ouf. Donc c'était 2 caméras 35 qui étaient difficilement synchronisables. Il y avait énormément de problèmes pour les plans. Aujourd'hui, c'est la révolution du numérique. Et je pense que depuis que les caméras numériques sont arrivées au début des années 2000 avec Star Wars et compagnie, Cameron savait qu'il allait faire son film en 3D. Et ça fait combien de temps qu'on entend parler du fait qu'il allait faire Gum. À un moment, on pensait qu'il allait faire Gum en 3D, etc. Tout le monde savait. Il voulait partir dans l'espace aussi. Mais on savait qu'il allait faire en 3D. Et il l'a fait. C'est la volonté d'un homme. Après, il y a eu un effet d'aubaine des exploitants qui ont dit putain, on gagne plus d'argent, c'est un truc de ouf. Et alors là, on a vu toute une chier de films post-convertis. En même temps, si c'était nous qui avions demandé à faire de la 3D, les exploitants ne seraient pas équipés. Sauf que le mec, il vient de faire Avatar, parce que c'est Cameron. 1,8 milliard de dollars. Voilà. Je pense qu'on le suit. Non, mais n'importe qui d'autre que Cameron l'aurait fait, ça n'aurait pas marché. Ouais. Le mec, il avait fait Titanic, il a fait les plus gros chiffres de l'histoire. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Mais le truc, c'est que la manière dont on parle, est-ce que pour toi, du coup, ça rend caduque le cinéma en 2D ou ça rend pas plus caduque le cinéma en 2D que le cinéma en noir et blanc l'est. C'est pas devenu caduque. Il y a encore des films en noir et blanc qui se font et c'est un outil esthétique. Maintenant, je pense que on est dans une gamme de choix esthétiques. D'accord. Et moi, personnellement, je suis persuadé. Enfin, après, peut-être que ça changera et que dans 3 ans, on en reparlera et j'en rirai. Mais j'ai l'impression que les films qu'on est appelé à faire avec Pascal seront tous en 3D. Ouais. Voilà, parce que moi, je crois énormément à cette technique. Il y a des choses qui nous chagrinent, c'est le poids de la caméra, le fait de se sentir un peu restreint justement par la technique, mais ça va s'améliorer. Je veux dire, aujourd'hui, nous on avait des caméras extrêmement lourdes, ce sera pas le cas sur notre prochain film. Donc, vous croyez plus du tout, vous, faire un film en 2D vraiment à l'ancienne vous êtes parti dans une optique de tout faire en 3D. Enfin, après, c'est des aubaines, vous l'aurez peut-être pas et vous ferez peut-être un film en 2D, mais vous là. Moi j'ai ce sentiment-là. Après, peut-être que c'est optimiste et peut-être qu'on a envie de faire un film en 2D, mais aujourd'hui, c'est comme si après le noir et blanc, tu disais à un réalisateur qui a tourné en scope couleur, et ton prochain, tu le fais en noir et blanc. Bah, faut voir le sujet, faut voir si mon approche esthétique, mais dans l'absolu, je préfère rester en scope couleur. C'est tout. Ouais. C'est un peu le même principe, j'ai l'impression. Parce que ça t'apporte énormément de choses en plus. Oui, bah justement, moi je voulais un peu revenir sur votre parcours, en fait. Vas-y, voilà, Julien et Pascal, je les suis depuis un petit moment, depuis l'époque où je travaillais à Movies 2000. Donc je connais leur cours, voilà. Alors, on va citer les plus marquants, je dirais. Donc il y a 6 Hours, il y a HK, il y a aidez-moi, voilà. Que vous avez tourné à Almeria, etc. Et il y a le 6e homme, évidemment, qui est votre cours, je dirais, le plus professionnel. Bon, voilà, donc tout ça, c'est des courts-métrages, évidemment, que vous avez fait en 2D. Ça fait 10 ans que vous faites tout ça, etc. Donc après, il y a une petite période où vous avez mis du temps à monter votre premier long. Donc pour moi, voilà, vos cours, je les ai vus un certain nombre de fois. Pour moi, vous êtes des cinéastes qui travaillaient en 2D avant tout. Moi, j'ai toujours vu évidemment vos films en 2D. Et voilà, vous avez aussi... je vous ai vu, je suis venu sur le plateau du 6e homme, je vous ai vu travailler. Vous aimez bien porter les caméras sur votre épaule. Vous êtes, voilà, c'est vraiment votre style. C'est ça, moi, que j'ai kiffé dans vos cours. Donc là, effectivement, on quitte carrément ce domaine. Et là, voilà, maintenant, on va vous voir à l'heure sur effectivement un film en 3D. Donc, je veux savoir, par rapport à tout ça, votre démarche, en fait, est-ce qu'il y a eu des contraintes au départ ? Est-ce que vous vous êtes forcé finalement à aller vers ce cinéma aussi qui est plus facilement vendable, je dirais, aujourd'hui, parce qu'on ne va pas se leurrer. Il faut aussi que vous poursuiviez, enfin, il vous faut un début de carrière aussi, c'est évident. Donc les courts-métrages, ça va bien pendant 10 ans, quoi. Donc voilà, je veux dire, vous préférez vous diriger vers la 3D. Mais moi, je vous connais en tant que cinéaste 2D depuis longtemps. Donc maintenant, mais en même temps, tu as pu nous connaître que comme cinéaste 2D parce qu'il n'y avait que ça.
dans un sens. Après, bien sûr, il y avait des fous dans leur coin qui faisaient des films en 3D. On en a rencontré quelques-uns d'ailleurs. Ouais, il y a eu un court-métrage, Green Hornet ou je sais pas quoi en 3D. Qui avait Ouais, été et puis il y en a eu fait, plein d'autres. Il y avait des historiques de la 3D qui faisaient des trucs extrêmement professionnels. Ouais. Simplement, nous, comme dit Pascal, hein, on a ces gens de chez MK2 qui sont venus nous voir, qui il y a 2 ans et demi, et qui nous ont dit on aimerait que vous réalisiez un film en 3D. Donc ça nous a paru un peu incongru, mais si on était connaisseurs de la technique. Et on s'est regardé, on est allés tous les deux, on a été voir, voilà, comme vous nous voyez, on a été voir Voyage au centre de la Terre 3D, qui était une sombre merde, mais où on a vu des séquences où on se disait putain, mais c'est Il y mortel. a un potentiel. Mais pour te dire, pour répondre à ta question, Bruno, tu ne t'interdis rien en 3D. Là, c'est comme c'est les prémices, comme c'était le premier film qu'on a voulu, on a fait des choix au niveau caméra, on a fait des choix au niveau esthétique, parce que le film de toute façon ne demandait pas de caméra portée, tu vois, tu connais le sujet et tout. Mais pour notre prochain, qui sera un film de guerre, le fameux film pour MK2, il y aura la caméra portée, il y aura, tu sais, tu l'as vu le film d'Alfonso Cuarón, Les Fils de l'Homme. Ouais. Pour moi, cette mise en scène, elle est totalement adaptée au relief. Et je vois pas Cuarón renoncer à ces plans-là en passant en relief. Pourtant, son prochain sera en relief. Pour moi, la vérité, elle est que on ne s'interdit rien et que le monteur ne s'interdit rien et que le relief ne apporte quelque chose mais ne te restreint pas. Alors, D'accord. je sais que vous avez tourné avec des caméras très imposantes. C'est-à-dire Alors, qu'elles pourquoi n'étaient ce pas choix, particulièrement alors imposantes, c'est simplement que, en fait, prises une à une, elles étaient très bien. C'est des Panavision Genesis qui font à peu près le poids d'une caméra 35 standard. Mais le problème, c'est que quand on en met 2, parce que c'est ça, un corps caméra pour faire en relief, en stéréographie, il faut 2 caméras. Donc, Faut faire 2 fois plus de muscu. Bah, Pour le les truc, c'est que porter. tu fais pas de muscu parce que t'as 2 mecs, 2 machinaux qui te trimballent le truc et qui mettent sur une tête et tu termines sur la dolly, tu la prends pas à l'épaule. On a eu un Steadicammer qui est super balèze, hein, il fait 1m90 et tout, un des plus costauds de France, qui a pris des 2 caméras pour faire quelques plans Steadicam, on l'a vu s'effondrer. À un moment, il est tombé pratiquement. Ouais. Et alors, on a restreint c'était trop lourd, voilà. Non, mais pour le choix, on aurait pu prendre des caméras plus petites, mais bon, on aime bien l'image. On pensait aussi alors en termes de latitude d'exposition, en termes de qualité de flou. Alors ça, c'est un autre débat qu'on peut avoir, mais Oui, bon, et puis on avait vous besoin. Vous étiez pas parti pour faire un film d'action où il fallait que la caméra court Ouais, après un mais- mec. mais même. Mais malgré tout, on a pensé aussi en double exploitation pour ce film. On a pensé en 2D, 3D. On s'est dit, il faut que, de toute façon, on est au tout début, le film sera diffusé en 2D sur Canal+, puisque de toute façon, ils le préachètent. C'est eux qui ont un des premiers, c'est un des premiers financeurs du cinéma français, surtout en ce qui concerne les films comme le nôtre, et ils vont le diffuser de toute façon en 2D. Donc, il faut que notre film se tienne en 2D. Pour ça, il faut des bonnes caméras et pas des caméras vidéo classiques. C'est des caméras qui ont C'est dépendant de la taille du capteur. En fait. Voilà. Voilà. C'est des D'accord. caméras à gros capteurs. Le risque, c'est quoi? C'est qu'en C'est passant que en 2D, ça ressemble plus à un téléfilm qu'à... Voilà, Ouais, c'est d'accord. que tu tournes avec une caméra qui est plus petite. Donc du coup en 3D c'est super fin partout et t'as une image super. Mais par contre quand tu ne mets qu'un œil, parce que c'est la 2D, c'est que tu ne passes qu'un œil. Là tu te retrouves avec une image un peu moins bonne puisque de toute façon elle est de qualité médiocre par rapport au capteur Panavision. D'accord, oui. D'accord, donc ces contraintes, elles naissent bien de la double exploitation. Alors, en fait, Chose- cette contrainte de poids, effectivement, de grosses caméras. Bah, c'est peut-être une erreur de notre part, hein, parce que je suis persuadé que le film aurait pu être bon avec des caméras plus petites, c'est possible. Nous, là, c'est vrai que maintenant, en regardant le film, on a des regrets en termes de relief simplement. Parce qu'en termes d'esthétique, ça marche très bien. En plat, on est très très content. Mais en termes de relief, il y a des moments. En fait, le problème avec le relief, c'est que le flou tue le relief. Donc aujourd'hui, avec un capteur standard, on voit bien qu'il y a des flous à peu près partout, au premier plan, à l'arrière-plan, etc. Que si on ouvre beaucoup, comme c'est la mode depuis quelques années, aujourd'hui c'est la mode du grand flou. Je ne sais pas si vous avez vu avec tous les courts-métrages qui se font en 5D ou 7D et Oui, tout. voilà, c'est parce qu'ils on sont voit faits- plus rien. Quoi. Ils sont C'est- faits avec des appareils photo. Donc Oui, ça non, mais limite, bien sûr, mais- Mais essayer de retrouver l'esthétique Ridley Scott ou l'esthétique Exactement. Ouais, mais alors après, le tout net, moi, alors je me souviens, c'est pas un super bon exemple, mais Vidoc. Ouais, Oh là 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 qui là était, là là. Non, non, bien sûr. un des Non, premiers non, mais bien sûr, mais Non, c'est mais catastrophique. je parle pas de la qualité du C'est la film. première caméra numérique. numérique c'est et c'est tout net. ça. Oui. Et c'est l'inverse, c'est-à-dire que Oui. ça fait plus du tout. Mais on est d'accord. Mais Mais ça en reste plat. Un juste En plat. compromis, quoi. En Ouais. plat. C'est en plat. C'est le truc, c'est que voilà, pour en revenir à ce que je disais, Ah, tu en vas pas me dire 3D. que Vidoc en 3D, c'est chambé. Non, pas du Ah, tout. d'accord. Mais, Non, alors, mais attendez, l'image déjà, serait mieux. je respecte Pitoff. Après, le film, j'en ai pas un grand souvenir. Je me rappelle plus vraiment, pas à vrai dire. Mais on va pas parler de ça. Toujours est-il que en 3D, quand on regarde un film en 3D, le problème avec le flou, c'est que ça tue toutes les profondeurs.
C'est-à-dire D'accord. que même si on est dans une... Je sors à chaque fois cet exemple, ça doit être fatigant pour Pascal. Si tu es dans une allée d'arbres, avec vraiment une succession d'arbres les uns derrière les autres, pour peu que tu les mettes en 3D, tu n'as plus la sensation de profondeur du tout. Pour toi, ils sont au même plan. C'est un mur de flou. Alors, ça a été un casse-tête monstrueux. Alors pour vous, s'il faut que ce soit plus net pour le rendu 3D, mais quand vous basculez en 2D pour qu'il passe à la télé, ça fasse encore une esthétique. Ça fait partie justement de ce choix de double exploitation. Parce Chose qu'on ne que- fera peut-être plus, puisque les équipements maintenant passent en 3D, et que même pour notre film Derrière les murs, on essaye de se battre avec le distributeur pour ne faire qu'une diffusion 3D au cinéma. Mais alors comment vous savez, parce que on peut le dire qu'on en a vu quelques petites images de derrière les murs, il y a une rangée d'arbres. Oui. Si Non, je mais me trompe pas. alors justement, là, c'est le principe des compromis. C'est que nous, on a modifié notre mise en scène, D'accord. notre utilisation des focales pour avoir plus de netteté dans un cadre de capteur D'accord. standard. C'est-à-dire qu'on a baissé en gamme de focales. C'est que là où Bruno est venu nous voir sur le 6e homme, alors on va être technique, mais on descendait Allons-y. très rarement en dessous du 50 mm, voire jamais. Et quand on a sorti une fois le 35, on a pleuré. Ouais. Là, on est pratiquement jamais monté au-dessus de 50. Voilà, on est complètement dans l'inverse. Mais après, aujourd'hui, tu as les frères Cohen qui montent pratiquement jamais au-dessus du 27. Il y a énormément de cinéastes et il y a du flou aussi. Pour peu qu'on ouvre, il y a énormément de flou. Alors nous, c'était une compliquée, c'est-à-dire qu'en gros, on essayait de gagner du diaph quand on était dans les jours, mais en nuit, malheureusement, on était obligé d'ouvrir au maximum, donc on a beaucoup de flou, donc on a du relief qui est moins fort sur certains types de plans, c'est-à-dire pas généralement les portraits ou des choses comme ça. Ce qu'on regrette pas complètement, parce que c'est bien de pouvoir se focaliser sur un seul visage et pas sur le fond. Tiens, regarde ce qu'il y a derrière elle, c'est marrant, je vois un poster de machin. C'est pas intéressant. Donc il faut une gamme de flou. Aujourd'hui, le 2/3 de pouce dont parlait Pascal, c'est pas complètement net. Ça offre du flou, si on veut. Faut savoir ça. Il y a beaucoup de films qui sont sortis dernièrement en 2/3 de pouce et qui sont relativement bien foutus, pour peu qu'on sache ouvrir, etc. Donc après, c'est des problèmes de compromis techniques, etc. Donc aujourd'hui, C'est encore en train d'évoluer, ce type de technique évolue encore beaucoup. ça Est-ce que, ça évolue pas vraiment. Enfin, nous, on est parti sur un choix qui est fait par beaucoup de cinéastes actuellement. Martin Scorsese tourne en Alexa, donc capteur standard en 3D actuellement. Mhm. Mais Cameron sur Avatar, il tournait en 2/3 de pouce. Cameron, il tournait avec les caméras de vidéo quasiment. Voilà. C'est pour un vous fan, donner- hein. pour vous donner Et une alors, petite référence. Donc, une fois que vous vous faites tamponner, on est d'accord, on finance votre film, monsieur qui a plein d'argent, il finance votre film, on le fait en 3D. Est-ce que c'est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué de réfléchir à un film en 3D, ne serait-ce que le storyboard, savoir ce qui va fonctionner ou pas? Est-ce que vous êtes cassé les dents? Faut plus le découper, ça c'est sûr, faut le découper. Faut réfléchir avant au plan, faut dire qu'est-ce qui est intéressant et tout, ça doit être vachement compliqué de... Alors je veux bien qu'il y ait des gens qui ont une facilité à voir en 3D dans leur tête, mais... Je t'arrête tout de suite. Tu vois en 3D tous les jours, maintenant, à chaque instant Non, de ta mais vie. je sais bien, mais il y a des gens qui sont incapables de dessiner un cube en 3D parce que voilà. Mais ça doit être vachement plus compliqué de tenir un film complet en se disant bon, faut qu'on réfléchisse à la 3D partout, Non. tous les objets, les Non, trucs. c'est- Ou si c'est- vous êtes parti sur la même logique que Non, vous faisiez avant. faut désacraliser ça parce que c'est vraiment c'est du cadre. C'est du cadre. Après, la mise en scène en particulier, on sait qu'il y a des moments qui marchent très bien en 3D. Par exemple, les plans un peu plus longs, puisque il te laisse un peu le temps à de l'œil de voilà, s'adapter, de choisir un peu où il va. Ouais, bien sûr. Des steadicam, du travelling avant, par exemple. C'est des choses qui sont très flatteuses en 3D. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire un champ contre champ? Qu'est-ce qui t'empêche de faire un plan fixe? Rien. Tu peux faire ce que tu veux. C'est Ouais. vraiment- Mais est-ce qu'il faut pas le travailler un petit peu plus? Bien parce qu'il y a sûr. certains éléments qui Alors, ressortent ça plus laisse que moins d'autres. de- un peu J'ai moins de l'impression, place à l'improvise- enfin, j'ai Tu peux pas trop l'impression- improviser. Tu ouais. peux pas trop improviser. Voilà, le truc, c'est que Tu déjà, peux, mais c'est- nous, on est parti c'est danger. Ouais. on est parti sur un truc déjà depuis qu'on travaille ensemble dans le cinéma, c'est qu'on prépare beaucoup nos tournages. D'accord. Alors c'est peut-être aussi inhérent au fait qu'on est deux et justement pour pas se retrouver dans une cacophonie qui de toute façon est excessivement rare sur un tournage, on se met d'accord en amont, voilà, et on découpe nos films. Donc pour nous ça a été relativement simple. C'est pour ça tout à l'heure Bruno me demandait oui vous faisiez des nuits de 5 heures, 4 heures sur le tournage. Bah, on dormait relativement bien parce qu'on avait préparé notre tournage en amont. Votre film Mm. était entièrement storyboardé, Entièrement, bien entièrement sûr, du bien premier sûr. plan jusqu'au dernier. Bien sûr, ça, bien sûr. ça Je sais fait pas, combien moi, de plans? j'imagine un mec comme Terry Gilliam qui se fait la 3D, je me dis comment il fait. Ça fait beaucoup. On a déjà jamais. En gros, en Non, moyenne, les plans, il y c'est avait non, pas énormément finalement, D'accord. c'était 600 plans parce que le D'accord. film est pas très découpé, mais Ouais. parce que le média le veut, le fait que ce soit en 3D, c'est moins découpé. forcément. Est-ce que en faisant votre storyboard, vous avez tout de suite pris en compte ces contraintes, je veux dire entre guillemets techniques, ou vous avez storyboardé votre film comme si vous storyboardiez donc un film en 2D? Non, on a storyboardé en 3D, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une case
juste un cadre. On s'imaginait ce qu'il allait avoir Il y au avait de la fond. profondeur dans vos cases. Ouais, donc. ce qu'il allait avoir au fond et ce qu'il allait avoir devant. Parce que c'est ça, le relief, c'est une fenêtre qui est donc l'équivalent de la toile du cinéma. Derrière, c'est la profondeur. Et ce qui sort, c'est le jaillissement. Ce qui sort de la fenêtre. Ça, il faut que tu le penses en amont. D'accord. Donc tout votre découpage, votre storyboard Tout à a fait. été traité de cette Bah, manière. on avait essayé d'être le plus carré possible. Alors bien sûr, on s'est permis des écarts sur le tournage, mais on avait toutes les focales qui étaient notées en amont, on avait les profondeurs. Parfois c'était un peu maladroit parce qu'on débutait aussi, mais avec l'aide de la stéréographe, qui est donc une espèce de chef opérateur du relief, 3D, ouais. on a mis en place avant le film une carte des profondeurs, c'est-à-dire de chaque plan, chaque scène, savoir jusqu'où on allait aller en profondeur, parce qu'en gros tu peux choisir le moment où s'arrête ton décor, c'est-à-dire que c'est une espèce de toile de fond, tu sais qu'il peut aller, je sais pas, il peut aller jusqu'à 18 pixels d'écart, bon après on parle en pixels d'écart, 18 ou 20 pixels d'écart, bah sur certaines scènes ton fond tu vas pas le mettre à 20 pixels, t'es pas toujours au fond du... Ce qui se passe, c'est quoi voilà, ce que dit Julien par rapport à la carte des profondeurs, c'est surtout on découpe le scénario, on découpe le film par séquence. Okay, des séquences, il y a des plans. Si on veut inverser un plan ou deux plans ou trois plans dans la même séquence, il faut bien qu'elles aient le même rapport de relief entre elles. Après, tu peux changer ce rapport de relief en fonction des séquences, mais dans les plans, il faut qu'il y ait les mêmes. C'est ça, une cohérence. une cohérence. C'est ça qui fait que faut un peu plus le réfléchir. Mais ça, c'est un boulot, je dirais, de stéréographie plus que de mise en scène. Mais D'accord, donc le vous travail avez, de mise vous en avez scène, une totale liberté au niveau de votre découpage. Non, hein. on fait Vous ce qu'on êtes veut. pas de. Voilà, Non, vous on êtes- fait ce qu'on veut vraiment. Si vraiment tu veux découper comme Michael Bay, tu peux. T'auras moins de relief, tu le sentiras moins parce que les plans sont plus courts, donc du coup t'as moins le temps de l'apercevoir. Mais d'ailleurs, il le tourne en 3D son film, en stéréo. Le Transformers, ça, le c'est- nouveau Transformers. Ouais. Ouais. Je- Il le fait en 3D. Transformers 3D. En Et 3D. d'ailleurs, ce qui va se passer, c'est comme beaucoup de films américains, souvent le relief sur les personnages sera doux, puisque les gens seront filmés en vrai. Par contre, tout ce qui sera filmé, tout ce qui n'existera pas dans le décor, tout ce qui est en synthèse, ça, ils vont se permettre de faire quelque chose de fou, un peu comme le Clash of the Titans, où tout était un peu relativement soft, puisqu'on peut pas le détourer plus que ça. Le relief n'existe pas. Par contre, tu peux créer du vrai relief sur le Pégase, sur le Kraken, parce qu'il n'existe pas. Donc voilà. du coup, là, tu peux vraiment Ouais, faire ce que tu veux. Est-ce que du coup on en arrive Est-ce que vous pensez que l'animation en full 3D, comme par exemple les derniers Pixar, ont un avantage Ça, c'est sûr. conséquent sur Ça, c'est sûr. ouais. C'est sûr, c'est-à-dire Ils font en ce qu'ils termes de... En termes de 3D justement. Bah, en termes de- le truc, c'est que quand nous, on tourne en live, alors après, c'est des considérations encore une fois techniques, mais le relief n'est jamais parfait. C'est-à-dire qu'il y a des imperfections, des choses qui jouent sur des problèmes de... on va être dans des déformations trapézioïdales, je sais que Pascal aime bien quand on parle de ça. Il y a des imperfections en termes de hauteur, c'est-à-dire que normalement, pour que le relief soit visible, c'est simplement un décalage horizontal. Et Ouais. parfois, on a un léger décalage vertical. Bien pire encore, de couleurs. Ouais. De couleurs. C'est rien que sur deux caméras qui sont filmées à travers un miroir. Il y en a une qui prend la réflexion du miroir et une autre qui prend à travers le miroir. Donc D'accord. forcément, c'est pas la même couleur. Les brillances sont pas les mêmes. C'est pour ça que d'ailleurs que Piranha 3D n'a pas été tourné en stéréo parce que c'était que sur l'eau. Et sur Ouais. l'eau, les brillances sont pas les mêmes en fonction Sur un œil ou l'autre, d'un ouais. œil ou de l'autre. D'accord. Donc ça fait partie de leur. Mais ça peut pas être traité en post-prod, ce genre de problème. C'est fastidieux, c'est énorme. Non, mais et c'est sur impossible. l'eau, c'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire qu'après, tu as un truc, c'est le mal de tête, vraiment. Après, aujourd'hui, c'est un problème technique. C'est-à-dire que c'est un problème de polarisation des miroirs. C'est pas un problème. Parce que nos deux yeux voient sans problème de brillance, finalement, quand on regarde dans la vie de tous les jours. Parce que le cerveau arrive à compenser les micro-variations qu'il peut y avoir. Mais là, on a un problème, c'est que, comme dit Pascal, les caméras sont pas l'une à côté de l'autre, parce que c'est Ouais. pas possible. Il y a un miroir polarisant qui sépare les rayons lumineux en deux. Un qui va vers le bas, donc la caméra est inclinée verticalement et elle est en dessous. Et le reste des rayons lumineux passe à travers le miroir. Mais donc ce miroir polarisant ne laisse pas passer les mêmes informations de couleur. D'accord, ouais. Donc, et ni de lumière. Ouais, donc retravailler ça en post-prod, c'est un casse-tête. Ça existe, on le fait en ce moment, mais c'est un boulot un peu plus long. C'est-à-dire qu'on passe de 2 semaines d'étalonnage à 4 semaines. Quoi. D'accord. C'est un peu double. C'est là d'ailleurs où Contrainte qu'il n'y a pas en animation. c'est le seul Non. poste vraiment, c'est le seul poste vraiment qui en souffre un petit peu. Ouais. C'est-à-dire au montage, on a à peu près le même temps de travail. En mixage aussi, en son aussi. Par contre, c'est vrai que l'étalonnage, ça fait partie des postes qui s'allongent un peu.
Oui, Bruno. finalement, ça paraît logique dans le sens où il y a 2 fois plus d'images, Voilà, entre exactement. guillemets, quoi, Il y a puisqu'il y a deux 2 yeux, yeux à chaque fois. tout à Ouais. fait. Donc, logiquement, Mais il y a, deux voilà, fois plus de encore, boulot, ils sont en train de découvrir en même temps que nous, puisqu'il y a certaines procédures techniques qui sont en train de se mettre en place, justement pour les histoires de couleurs. Ils ont découvert un plugin qui date de 1971 qui servait pas du tout à la même chose, un truc qui a été programmé dans les années 70, c'est pour t'imaginer le truc quoi, et qui a été adapté depuis. Et là, ils se rendent compte qu'ils peuvent faire matcher les couleurs entre 2 images différentes, avec un espèce d'algorithme, etc. Donc ils en sont au début, mais c'est automatisé. Et là, ils nous annoncent, pour la semaine prochaine, vous aurez vos 2 yeux matchés sur toute la longueur du film. C'est-à-dire en termes de couleur. Donc l'étalonneur... Il comptait 2 semaines, quoi. Ouais. D'accord. D'accord. Donc c'est super. Il y a des gros nerds qui sont en train de se prendre la tête sur. Bah, c'est ça, c'est ça. Constamment. Ah mais les mecs ils viennent, ça parle XBB voilà, 99. Ils ont besoin d'images pour pouvoir faire ça. Ouais, Et bien c'est sûr. nous, on est les seuls à leur fournir en fait. En France, en tout En cas, France. c'est clair. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, vous pensez qu'il n'y a pas des logiciels au point pour faciliter tout ce travail de post-prod C'est très que ce hermétique, hein, enfin je veux dire, par exemple, Avatar, ils ont travaillé avec Pace Technology. Les mecs donnent pas vraiment leur secret quoi. Ouais, évidemment, Tu vois. ouais, c'est des trucs propriétaires. Donc chacun il réinvente bien la sûr, roue de bien son sûr, côté, c'est logique, comme bien sûr, d'habitude. bien sûr. Et donc, alors, vous, ce que vous nous parliez de MK2 qui était venu vous voir pour vous proposer de travailler en 3D. Finalement, là, le film qui va sortir, c'est pas celui-là que vous faites avec Non. MK2. Donc, c'était quoi en fait le truc ? C'est-à-dire que C'était en gros. c'est une sorte de test. Enfin, de test. Non, Je veux absolument pas réduire le film à ça. C'est hors de question, mais raison de poser la question. C'est une vrai que- manière pour vous de vous familiariser avec la technique et ensuite de partir avec MK2 sur. Non, je vais t'expliquer. En vérité, MK2 nous propose ce film au moment où nous, on est en train de finir de financer D'accord. l'autre. Donc ils nous disent, voilà, votre film, faites-le, et après on fait l'autre en 3D. Nous, on a commencé à avoir les gens techniques, Mhm. donc prestataires tous les techniques. prestataires et intervenants techniques pour le MK2. Ouais. Et parallèlement, on leur dit, mais et si on venait vous voir avec un autre film un peu plus petit et tout. Ah oui, mais il n'y a pas de problème, nous on a très envie et tout. On dit d'accord, on en parle à nos producteurs, on leur dit voilà, pour nous le film Derrière les murs, qui est un film au rythme assez lent, qui a une vraie valeur picturale, etc. Pour nous, ça irait très très bien en 3D, pourquoi ne pas le faire ? D'accord. On a vu plein de prestataires qui sont prêts à nous aider, prêts quasiment à rentrer en participation. Parce qu'ils D'accord. ont besoin de flux, parce qu'ils ont besoin de travailler. C'est donc ce que je vous disais tout à l'heure. Et au début un peu réticent, parce qu'ils disaient ouais, pourquoi ce film-là, un peu comme beaucoup de gens. Hein. Mhm. On a fini par leur expliquer l'immersion, voilà, ça amène de l'immersion, ça amène beaucoup de choses. Du coup, ils nous ont suivis. Et de fil en aiguille, chaque prestataire a suivi. D'accord. A dit voilà, nous on va participer à ce film, on va participer. Du coup, on s'est dit voilà, on peut le faire avec le budget qu'on nous a donné. Qui a augmenté forcément de Ouais, toute qui a façon. un petit peu Qui a augmenté du coup. Ouais. mais qui ne sera pas du tout possible d'avoir toutes ces aides et tout pour un deuxième. Ou moindre, c'est sûr, moindre. Mais en même temps, c'est vrai que le fait. Sauf si derrière les murs cartonne tout. Ben là, donc, du coup, il dit non, mais pourquoi Ils feront payer 2 fois plus si pourquoi ça ils cartonne. aideraient Ah ouais. Au contraire, il dirait bon, vous allez payer plus cher puisque de toute façon ça marche très bien. Vous le sortez. Effectivement. Ça fait C'est sens. surtout- Non, au contraire, si jamais le film n'amène rien de plus le relief, là ils seront obligés encore de refaire des aides puisqu'ils ont besoin d'un succès. Mais là, d'ailleurs, c'est assez effectivement. Enfin, je comprends que des gens au départ aient pu penser pourquoi ce film-là, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, moi, en tout cas, les films que je vais voir en salle en 3D, c'est surtout du gros spectacle, des films d'action, des films de science-fiction, vraiment des films de genre pur et dur. Alors qu'effectivement, les images que j'ai vues pour le moment de Derrière les murs, que j'ai vues en 2D. Ça a l'air de prendre un petit peu à contre-pied effectivement la mode de la 3D spectaculaire qui t'en fout plein la vue, C'est totalement avec ça. quelque chose de beaucoup plus contemplatif, de beaucoup Immersif. plus... Ouais, Je voilà. préfère ce mot en fait, c'est ça. D'accord. Vraiment, c'est quand faire exister un décor de Pandora avec des feuilles et des monstres, etc. en 3D. Pour nous, ça avait un sens. C'est-à-dire que effectivement, on y croit, on voit la plante, on voit tout ça. En 1920, c'est pareil. Faire exister l'époque 1920 avec des murs d'époque, avec une locomotive d'époque, avec des costumes d'époque en 3D, pour nous, ça avait un sens. D'accord. Pour nous, ça nous permet de faire exister encore plus. Faire Exactement. encore plus ce décor, encore plus cette époque, et faire rentrer encore plus fortement le spectateur dans le. Et dans le c'est film. vrai que nous, on avait aussi une approche complètement à l'opposé du relief. Enfin, aujourd'hui, il faut voir d'où on vient. C'est que nous, on est français.
Ouais. Donc on savait bien qu'on n'allait pas faire Avatars en France avec 800 millions d'euros de budget. Et je pense qu'on a bien vu qu'il y a beaucoup de cinéastes français qui ont essayé de se lancer dans la 3D et qui ont dû s'arrêter pour des problèmes de financement. Je pense à Alain Chabat dernièrement sur Marsupilami qui était très très motivé et qui n'a pas pu boucler son budget. Et parce qu'on ne peut pas se comparer aux Américains. Je pense que ce serait une grossière erreur de vouloir faire du blockbuster à l'américaine en France. Ouais. De toute Ce serait façon, une erreur monumentale. il n'y aura pas les moyens engagés pour. De toute Ou alors, de toute façon, même si tu les as, t'auras pas forcément le savoir-faire, t'auras pas forcément les bons outils. Moi, Ce serait une erreur. je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire, Pascal, parce que je trouve ça intéressant. Tu parles d'immersion. Tout à fait. Et en fait, ce que tu dis, j'ai l'impression on sort donc de la notion de gimmick 3D qui fait venir du monde en salle et qui est fait pour le fun. Et je trouve que là, dans ton discours, j'ai l'impression qu'il y a une volonté d'augmenter la réalité du film. Est-ce que c'est pas la narration? Mais pour moi, Et je trouve ça intéressant parce que finalement, c'est rendre un univers crédible. Ouais. En tout cas, Vous allez amener Bruno en salle voir un film 3D, les amis, c'est la révolution. C'est la révolution. Pour nous, totale. on veut rendre notre univers crédible. Si pour ça, il faut les meilleurs décors, on va le faire. Si pour ça, il faut les meilleures caméras, on va le faire. Mais si Voilà, pour ça, il parce faut du relief, qu'aujourd'hui, on va le faire aussi. Un univers crédible au cinéma, c'est quoi? C'est une grosse production design. C'est-à-dire des décors, des costumes, des bons comédiens. Voilà, et donc qui savent faire. et quelque là, chose en ce fait, film. on est en train de quitter un peu ce que fait le cinéma donc depuis 100 ans, et là, on commence donc à parler de réalité augmentée, je dirais. Moi, je le pense pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que finalement, le cinéma, si tu pars depuis le début, le cinéma, c'est de la photographie animée. Tout à l'heure, vous parliez, c'était un peu de la photographie animée, mais ça reste ça. Je veux dire, tu regardes l'esthétisme cinéma aujourd'hui, les flous, etc. C'est de la photographie. Pourquoi on fait du flou? Par exemple, sur un champ contre champ, c'est pour marquer les distances. En gros, toi par ton bagage culturel, tu sais que le premier plan flou, c'est qu'il est proche de la caméra et que le reste est censé... Enfin, tu vois, c'est pour marquer les problèmes de distance. Aujourd'hui, en relief, tu as moins cette problématique. Tu n'as pas besoin d'avoir du flou, puisque tu vois les distances en réalité. Tu vois les différents plans qui s'enchaînent. Donc, finalement... t'es pas vraiment dans une réalité augmentée, t'es dans un truc qui a plus à voir avec ta vision de tous les jours. Mais la notion de réalité augmentée peut fonctionner sur un film si on veut rentrer par exemple dans la première personne, faire des plans subjectifs à l'épaule. Là oui, tu rentreras dans une réalité augmentée qui est possible en relief. Si on revient sur Avatar, il y a des gens, quand on voit le travail qu'il y a eu au niveau de la planète Pandora, etc., même au niveau de son écosystème et tout ça, de la biologie. C'est frustrant. Non mais voilà, je veux dire. C'est très frustrant. Non mais surtout, je veux dire, il y a cette volonté en le voyant en 3D, effectivement, d'avoir l'impression de fouler le sol de cette C'est pour ça que la 3D, c'est un outil extraordinaire pour le documentaire. C'est formidable. Imagine, dans 2000 ans, les gens qui verront les vues stéréographiques d'aujourd'hui, de ce qu'était le monde tel qu'il est aujourd'hui, ils seront fascinés. Ils auront un truc vraiment beaucoup plus immersif. Ils verront les choses, comme je te parlais des vues stéréographiques en noir et blanc d'il y a 150 ans. Tu as une impression de réalité. Et aujourd'hui... Ouais, c'est un peu comme quand ils sortent des documentaires en couleur de la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait, exactement. Comme ça, exactement. c'est formidable, alors que Les gens le voyaient comme dans ça. l'inconscient, pour nous, on a l'impression que c'était en noir et blanc. Tout était en noir et blanc. Exactement. Exactement. Alors qu'on voit trois pauvres images en couleur, ce qu'ont vu nos grands-parents avec leurs propres yeux, on trouve ça. Mais voilà. La prochaine étape, ce sera l'hologramme. Oui, voilà, parce que vous êtes toujours quand même limité par un cadre. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas une limite. 3D c'est une ou pas fenêtre. 3D, Pour nous, notre 3D, c'est une relief de fenêtre. C'est-à-dire que c'est une fenêtre ouverte sur quelque chose, sur un nouveau monde. Moi, par exemple, j'ai vu dans mon boulot une télé Alioscopie en 3D sans lunettes. Oui, tout à fait. On l'a vu aussi. Donc c'est très bien, ça fonctionne bien, ça pique un peu les yeux, mais ça fonctionne bien. C'est le début. Sauf que donc c'était la bande démo et tout. Bon, après on s'en est servi pour autre chose, mais dans la bande démo il y avait des poissons qui nageaient, etc. Les poissons on les voit arriver, c'est merveilleux, etc. Et puis dès qu'ils arrivent au bord, c'est le bord de la télé, quoi. De toute façon, c'est pas encore de la réalité augmentée. Mais ça faudra des hologrammes, ça de toute façon. Nous aujourd'hui, ça reste comme dit Bazin, une fenêtre ouverte sur un autre monde. C'est limité, mais c'est quand même un pas en avant. C'est un pas en avant assez énorme. Moi, je cherche encore un tout petit peu la petite bête là-dedans parce que j'essaie de me dire, ok, c'est vraiment intéressant ce que vous nous dites et j'imagine encore les choses qui sont pas faisables. J'imagine par exemple un film comme Phantom of the Paradise de Palma, où tu as des écrans splittés à tire-larigot dans tout le film. Comment ça, en 3D, ça peut fonctionner? Parce que, c'est une bonne question. voilà, tu as deux... Ça demande à être expérimenté. Ouais, c'est ça, ça a pas été... On n'a jamais vu le split screen en Non, 3D. c'est Screen en vrai, 3D, c'est vrai, et est-ce que ça... ça doit
ça doit être Moi, possible et peut-être ça doit être impossible. Je sais pas. Non, ça doit être jouable, sauf qu'il faut qu'on ait peut-être des impressions d'écran qui soient plus loin, l'autre qui est plus en Bien avant. sûr, Enfin, bien sûr. faut peut-être qu'il y ait un écran qui avance quand un personnage parle et l'autre recule. Moi, je parle d'un coup d'un Mais faut truc le faire. j'aimerais vraiment beaucoup Faut voir. le faire, je Ouais. pense, avec la 3D. On peut essayer, hein, on pose prod pour voir. Ouais, vous le dites. Oui. Vous Mais le c'est vrai dites. que c'est assez troublant parce que en fait tu triches quand tu Bien sûr. fais la stéréo, tu envoies un signal aux deux yeux et lui Non, c'est doit possible. recréer le C'est possible. doit recréer le relief, mais C'est pas du Oui. tout impossible. hein. Non, c'est pas ça doit impossible, être mais est-ce que ça serait, est-ce que ça Payant rendrait confus? Est-ce que ce serait bizarre? Non, je pense pas. Je pense pas. Ouais. Non, si c'est Est-ce que pensé le en cerveau amont, non. exploserait? Est-ce que le Non, cerveau si c'est explose? pensé en amont, non, ça devrait pas poser vraiment de problème, véritablement. On a même pensé des plans en relief, alors on l'a pas fait finalement dans le film, mais on avait pensé à des plans en relief, l'équivalent d'un transtrave, d'un zoom compensé, voilà, mais en relief. C'est-à-dire en D'accord. gros on partirait d'un plan plat et puis on le rendrait tout d'un coup Alors On l'a attendez, fait, parce mais que c'est moi très- j'ai c'est le langage Hitchcock de technique, la j'y connais 3D. rien. Est-ce que c'est les Dents de la Mer, le Oui. plan sur Oui, Brody tout à fait. Alors tout c'est à fait. complètement Ok, d'accord. différent. En gros là, c'était l'idée de passer d'un plan plat, sans changement de focale, à un plan avec beaucoup de relief. Parce qu'on l'a fait, D'accord, mais ok. Ce qui est un peu pénible. le cas dans 2D quand tu fais un zoom compensé. C'est que tu Oui, crées une bien espèce sûr. de distance. Ouais, mais t'as vraiment un C'est truc possible de faire un transtra en 3D. Ça a été fait, ça a été fait. possible. D'accord. Ça a été fait. D'accord. Alors moi après je viens à un autre problème que j'ai avec la 3D, c'est les lunettes. Je trouve que c'est super frustrant, enfin les télés à la maison, tout ça, d'être obligé d'avoir des lunettes. Est-ce que c'est pas encore le cap à franchir pour que ça se démocratise vraiment? Est-ce que là on n'est pas C'est clairement. Est-ce que là, on n'est pas encore dans une phase où ça va être la mode pendant 5 ans, peut-être un peu plus, et puis tant qu'il y aura toujours ce problème de lunettes, où chez moi, quand je rentre, des fois je regarde la télé du coin de l'œil ou quelque chose comme ça, où il y a un film qui m'intéresse pas trop, je pars, je le regarde un peu en biais, si j'ai pas les lunettes 3D, si je suis pas bien en face, etc., on me force à être bien comme il faut pour regarder ma télé, et je trouve que c'est encore super frustrant. Je peux pas avoir. C'est sûr que c'est un est-ce que c'est- des éléments qui est encore à perfectionner. Est-ce que c'est pas encore une mode? Est-ce que ça va Non, c'est pas une encore mode. s'éteindre Quand t'as Peter Jackson, James Cameron, Steven Spielberg, tous les plus grands cinéastes de notre temps qui se mettent là-dedans en y croyant, pour moi, c'est pas une mode. Non, je pense que c'est à améliorer. C'est-à-dire que c'est pas moi je vois pas ça comme un truc de mode ou pas. Je vois ça comme une technique à améliorer. C'est-à-dire que bientôt ça sera peut-être les écrans sans lunettes. Ça Ouais. serait génial. A priori ça va le faire. Ça existe Ah, déjà, ça existe, ouais. tu Ouais, non, tu mais les ça as va- vus, t'imagines? Ça va le faire. Ça va le faire. C'est pas encore au point. C'est Ça va pas, le voilà, faire. c'est ça le Non, problème, mais- c'est que c'est pas encore De toute complètement au façon, point. on est au tout début Et, encore. Non, mais aujourd'hui- et alors, de ce que nous en avait le mec qui nous avait ramené la télé, parce que c'était pour un truc de David Lynch qu'on s'en était servi, et le mec qui nous avait ramené ça nous disait c'est bien gentil, mais pour faire une image qui rend avec ça, faut genre filmer avec 8 caméras, parce que il me semble que la Scopie c'est 8 caméras, il y a un fabricant américain c'est 6 ou 9, quelque chose comme ça, et c'est pour ça que c'est que des trucs en synthèse, parce qu'ils peuvent en mettre autant qu'ils veulent, et que c'était assez Bah, facile. C'est encore. Et enfin, pour l'instant, c'est juste. Non, mais ils ont sorti là, il y a Toshiba qui vient de sortir 2 télés en 3D dans le Sans lunettes. commerce, sur Ouais. le commerce, pour un prix d'ailleurs assez raisonnable, mais c'est des petits écrans 20 pouces. c'est pour l'instant. basé, c'est c'est des basé écrans. sur plusieurs écrans T'as plusieurs crans en fait. plusieurs Ouais. niveaux. C'est une base de travail qui sont en train de. qui sont Non, mais en train de- aujourd'hui, le truc c'est d'évoluer. que, bien sûr, quand tu es chez toi en train de faire ton repassage, tu peux pas regarder d'un œil avec ta paire de lunettes sur le nez le film qui passe en relief. On est d'accord. Et c'est pour ça que ce qui est bien aujourd'hui avec les télés qui sont en 3D, c'est qu'elles sont débrayables assez rapidement. C'est un bouton, tu passes de 2D à 3D. Finalement, passer de la 3D à la 2D, c'est juste mettre un seul œil. Mais est-ce que c'est pas génial? Je trouve, moi, j'aime bien le côté presque cérémonial de se mettre devant ta télé pour regarder un film. Mais comment Ou on alors fait au cinéma. Quand tu vas au cinéma, que tu mets les lunettes, t'as un vrai truc, tu rentres dedans et tu Alors, le regardes. Ça Moi- se voit pas dans le podcast, mais j'ai des lunettes. Ouais. Je rajoute une deuxième Ouais, paire c'est de chiant, lunettes c'est par-dessus. chiant, c'est chiant. Au bout de 2h40 sur Ouais, Pandora, ça fait j'étais mal. bien content, mais j'avais le nez. Non, mais les lunettes vont s'améliorer. mal. Les lunettes- Là, on est en train de post-produire notre film et on a une nouvelle paire qui est pas révolution. Enfin, c'est pas la révolution. Hein. Il y a une nouvelle paire de lunettes, mais qui est plus légère. Ouais, c'est- Et qui a plus de lumière et plus de contraste et plus de dynamique. C'est-à-dire que Mm. vraiment, tu fais la différence entre les rouges et, Ouais. et c'est les nouvelles qui sont bleues, Ouais. qui sont beaucoup plus fines et tout. C'est Mhm. c'est quand même autre chose. Finalement, est-ce qu'on pourrait pas mettre au point des lentilles? Bah, t'as des lentilles, je sais pas. Non, parce que faut je veux dire, faire- là, on imagine, oublie, Faut faire rentrer quand même beaucoup d'informatique dedans. Ouais. Il y a des obturateurs et tout, c'est galère. Je me vois pas arriver devant une salle de cinéma en train de me mettre mes lentilles. Non, non, mais c'est pas- non, mais comme dit Non, c'est Pascal. pas une idée bête, mais là on est au niveau Parce nanotechnologie. qu'une fois, moi je porte pas de lentilles, mais des gens qui en portent tous les jours. Et songe
songe à la manière dont les récupérer. C'est pour ça que les prix des Non, mais lunettes- c'est bien en fait. les Moi, je me vois récupérer- pas me foutre un truc dans l'œil avant de rentrer en salle. Mais n'empêche Non, que mais c'est c'est le meilleur impossible. moyen de l'oublier, quoi. Non, mais- il faut qu'elles soient solides, les lunettes, parce que c'est mis à rude épreuve. Il faut que les gens puissent les récupérer, les gens, les exploitants puissent les récupérer facilement. Tu vois, c'est un truc. Mais je crois qu'on n'est pas trop là-dessus sur le cinoche. C'est-à-dire qu'en gros, c'est relativement accepté malgré tout. Les lunettes vont s'amaigrir, elles vont devenir plus légères. C'est accepté, mais c'est vrai que c'est fragile. Moi, j'étais allé voir Coraline en 3 dimensions. Je m'assois dans la salle, ils me font la présentation. J'avais un des 2 verres qui marchait pas. qui marchait pas. Je vais suis ressortir. ressorti, Ouais. on m'en a redonné une, etc. C'est etc. chiant. Ouais. C'est quand même un peu chiant. Alors, on l'accepte parce qu'on est au cinéma. Après, à la maison, je l'accepte pas, quoi. Enfin, je Mais me à vois la pas maison, essayer de ça fait partie des mettre- À la maison, pour tu vas ça. l'enfiler pour quelque chose d'exceptionnel. Comme tu éteins ta lumière pour un film que tu as vraiment envie de voir. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Et ben là, tu vas pas regarder l'essentiel de ton contenu en 3D, on Ouais, est mais c'est d'accord. ça. Moi, ça me fait encore douter sur le fait que ce soit vraiment. Mais c'est pas vraiment adapté aujourd'hui. Enfin, c'est adapté puisqu'il y a des téléviseurs 3D, mais c'est pas complètement adapté à la vision chez soi. Mm. Bien sûr, tes lunettes. Enfin, quoique nous, on avait un super plasma en 3D au montage, mais c'était terrible. Les lunettes étaient super légères, C'était nul. Les lunettes étaient nulles. elles étaient très légères, mais elles étaient tellement fragiles qu'en gros, elles cassaient à tous les coups. Ça, c'était Ouais. un peu chiant. Surtout quand tu la payes 150 €. Mais je Ça, c'est t'assure que banal. le plasma est Tu m'étonnes. super. C'est-à-dire que vraiment, tu es chez toi, tu regardes un film en relief sur le plasma, c'est pas une arnaque, vraiment. Ouais. C'est vraiment Mm. pas une arnaque. Bon, alors bien sûr, le relief, et ça c'est super aussi. J'arrête pas de dire c'est super, c'est Van Damme, tu sais. C'est super. Mais le relief et la force du relief, c'est proportionnel à la taille de l'image, à la taille de l'écran. C'est-à-dire que tu retrouveras jamais, Ouais, en gros, faut un rétroprojecteur en relief, quoi. même, tu n'auras jamais un 10 mètres de base chez toi. C'est impossible. C'est vrai. Donc de toute façon, faut aller au cinéma c'est grand. pour profiter vraiment du relief. Et ça, c'est un truc que tu ne retrouveras jamais. C'est retrouver une petite sensation de relief. C'est faut acheter les téléviseurs et tout, mais tu pourras Mais plus c'est comme esquiver le la cinoche. case de cinéma. Retrouver l'expérience, non mais retrouver l'expérience Retrouver- cinéma chez soi, ça Et n'existe même- pas. Ça Même n'existe voilà, pas. même une expérience cinéma 2D, c'est même chez soi, Tu t'en rapproches. Ouais, ouais. Tu t'en rapproches. Tu peux. pas Ouais, vraiment, tu t'en rapproches, mais oui. t'as toujours le chat qui vient sur tes genoux, t'as toujours Chat sans poil. ton voisin qui est en train de pisser. Enfin, il y a toujours un truc qui va pas, quoi. Ouais, voilà. Ton téléviseur, c'est comme chez toi, François, c'est-à-dire que tu vas avoir des livres au-dessus, ton œil va se détourner. Quand t'es au Ouais, cinéma, t'as un truc à regarder, c'est tout, point. Et il y a tout est sans Comme ça, son- si tu te son fais porté chier, tu te là-dessus. fais chier. quoi. Exactement, oui, tu as raison. Mais et ce sera. T'as l'inconvénient des gens au cinéma. Oui, mais Je attends, suis allé voir le Clooney la semaine dernière, là, The American. The American, que j'ai trouvé formidable personnellement. Et impossible de me concentrer sur le film. Mais bon, ça c'est un autre, c'est un autre débat. Mais oui, effectivement, moi je suis assez d'accord avec vous sur le fait que reproduire l'expérience cinéma chez soi, c'est délicat, à moins d'avoir un budget illimité. Mais donc la 3D Ça ne dérogera va. pas à ça de toute façon. C'est non, le bien principe. sûr que non. Mais Et les lunettes seront plus petites, voire pas, n'existeront plus. Mais on a quelque chose d'approchant. je pense. Je sais pas. Parce que c'est pareil, après, la 3D, c'est quelque chose qu'on oublie quand on regarde. Enfin, moi, personnellement, je l'oublie quand je regarde un film. Il vaut mieux l'oublier. C'est-à-dire Si que, tu l'oublies pas, c'est que c'est un problème. ouais. On la ressent les 10 premières minutes, Ouais, c'est vrai. et après, on l'oublie complètement. C'est un bon relief. Enfin, je me souviens que ça m'avait particulièrement marqué dans Beowulf, le Zemeckis, où au début, j'étais bluffé, je trouvais ça vachement bien, c'était vachement. Bah, tu t'habitues. Et Tu puis, rentres dans le film surtout. après, je suis pas rentré plus que ça parce que c'est pas. Mais Mais à la scène du dragon, je l'ai vraiment ressenti. C'est-à-dire à la fin, quand il y a le dragon, etc., en 3D, ça fonctionne super bien. Après, au milieu, on se dit. Alors des fois je retirais mes lunettes pour voir l'image parce que je me faisais un peu chier. Je retirais mes lunettes pour voir l'image. Mais pour Non, voir mais mes t'as seins, forcément etc., ça, etc. t'as forcément ça parce que tu t'habitues et que malgré tout, ta vision, toi, Faut pas me dire ça, humaine, moi je trouvais ça génial. elle est en relief. Donc de toute façon, forcément, tu as une impression d'ordinaire puisque c'est ce que tu vis tous les jours. Donc les 10 premières minutes, je pense que ça vient Moi, plus du. ça me frustre de me dire j'ai des lunettes sur le nez, j'ai payé un peu plus cher et finalement j'ai pas plus de sensations que quand je vais Le voir. Noël de Monsieur Scrooge que j'étais voir un deuxième Zemeckis, justement, moi je trouve que la 3D, pourtant j'en avais Elle vu d'autres, tue. hein, elle tue parce que Ouais. lui c'est Je l'ai le pas génie vu, de la je l'ai pas 3D. vu. Ah, moi je suis Moi je d'accord. pense, après, je trouve que le vrai génie de la 3D aujourd'hui, c'est pas Cameron, c'est Zemeckis. mais attends, sur- attends, sur sur Scrooge, Avatar, il y a effectivement. beaucoup de gens qui ont dit mais la 3D, pourquoi Moi j'ai même entendu des gens dire il y a des moments il n'y a pas de 3D. Et c'est la J'ai envie vérité. de C'est la dire. vérité. C'est la vérité, il y a des moments qui sont plats. C'est ouais. vrai que Zemeckis c'est peut-être le génie de la 3D. En même temps, Zemeckis il a déjà plusieurs films en 3D à son Tout à fait. actif. Bien sûr. Il a eu Évidemment. largement le temps de s'entraîner. Ouais, bien Cameron, sûr, il en bien a sûr. un. Ah, c'est Non, l'expérience, deux, hein. il a son documentaire sur les fonds marins qui est en 3D. Il a deux films quoi. Non mais évidemment. Ouais, mais quand je regarde un film de Zemeckis, donc ses dernières prods en performance capture, là,
Je retrouve toujours les plans dans le film Les avec rides, Tom Hanks, là, par exemple, je sais plus le titre. Polar Express. Polar Voilà, Polar Express, il y a tout le plan avec l'oiseau qui attrape Oh, le mais ça pied, c'est etc. contractuel. Ils sont Non mais obligés voilà, de le faire. voilà, mais moi c'est là-dessus que je me focalise et je me dis ouais, ok, encore le plan signature obligatoire. Ouais, mais ça c'est Et parce que j'aime pas cette démarche. T'inquiète pas, on en a pas chez nous. Bah voilà, mais moi je préfère. Non, mais sans déconner, pour moi ça fait partie des gimmicks de Je suis foire. d'accord. Alors ça enlève pas de la beauté à ce plan, il y a pas de problème. C'est simplement que c'est gratuit. Mais imagine-toi, Et moi, quand ça devient gratuit en termes de narration et de mise en scène, bah finalement ça a moins d'intérêt. Ouais, mais je dirais. imagine-toi un film comme, justement, je reviens sur celui-là parce que je trouve que c'est un bon exemple, le film de Cuarón, là, avec des longs plans séquences parfois qui durent 2, 3, 4 minutes. Son prochain sera en relief, il y a un premier plan de 20 minutes. Un plan séquence de 20 minutes. Oh, le zinzin. Et pour moi, le tourner en relief, le mec de tourner en relief, pour moi, c'est pas gratuit. Et j'adorerais pouvoir avoir c'est l'équivalent de Ride, si tu veux aller par là, sauf que c'est pas gratuit, ça raconte quelque chose. Ça peut être intéressant. Voilà, moi je vois ça plutôt comme ça. Je vois ça comme un truc. Dans Derrière les murs, vous n'avez aucun plan où vous avez cédé à cette facilité. Non, Non, pas du non, tout. non, Aucun. Ah ouais, c'est vraiment un parti pris. Ouais. Vous jetez rien à la figure Non, du non. spectateur. Alors là, on Ça, sait c'est bien. que ça va être un vrai problème. Et il y en a qui vont dire comme vous, enfin, mais il y en a qui vont dire pourquoi. Ça, je pense c'est sûr. Si vous n'avez pas le petit effet, genre, on leur a acheté. Bah, t'as beaucoup de gens qui Wikipédia, disent, il y a des gens qui disent qu'il y a- main qui sort. il y a Et plus de après, relief c'est dans bien. la Ouais, pub 3D, Haribo. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a plus de relief dans la pub Haribo que dans Avatar. Oui, tout Ils à fait. disent, bah, j'ai été voir Avatar, ouais, j'ai vu le relief de Haribo. Pourtant, c'est une connerie. Évidemment, c'est une connerie. Parce que si tu fais du relief d'Haribo pendant 2 heures, tu ressors, ton crâne il a fondu. Il y a un film comme ça. Il y a un film comme ça qui est sorti très récemment d'un Belge. Ça Ben s'appelle Stassen. le voyage extraordinaire d'une tortue là. Tu sais, Ah, mais c'est un. Mais c'est- Ah oui, mais c'est un film d'animation. Ouais. Un film Oui, tout à fait. d'animation Je me souviens plus en du titre relief, exactement, mais oui, c'est très ça. extrême. C'est la pub Haribo pendant 1h30. Tu l'as vu? Bah moi j'ai pas vu, j'ai vu une version, je me suis contenté d'une version de présentation à un DIF, c'était une espèce de foire machin. Je suis Ouais. ressorti, j'ai pris un Efferalgan direct. Ouais, d'accord. Donc je t'assure que c'est la vérité. Je Ouais, mais je te crois sur parole. je suis rentré chez moi, j'ai dit je prends un cachet parce que j'en peux plus. C'est un film pour enfants. C'est un film pour Ouais, c'est enfants. un film pour enfants. Non mais attention, mais en gros le truc avec la 3D, on en parle assez rarement, c'est que finalement c'est une tricherie, c'est pas du vrai relief. Parce qu'en gros, ce qui fait que le jaillissement ça fait mal au crâne, c'est que tu demandes à tes yeux de loucher et de regarder quelque chose qui est près de toi, ce qui est censé être près de toi, sauf que tu Ouais. lui dis de faire le point sur un écran qui est à 25 mètres. Mm. Ce que tu ne fais jamais dans la vie. Tu fais, mets ton doigt devant toi et louche, et essaye de faire le point sur ton armoire derrière toi, tu n'y arriveras pas. Donc en gros, tu demandes à ton cerveau de tricher. Donc au début, il se laisse faire un petit peu, tu vas voir la pub Haribo, tu vas voir les boules qui foncent vers toi, ok, cool. Si tu fais ça pendant 1h30, ton cerveau il dit stop, ça finit, on arrête la triche, j'ai mal, laisse tomber. Non mais en fait, Mais c'est une éducation ça. Ouais, hein. mais oui, non, mais un voilà enfant- ce que un j'allais enfant, dire, Julien. alors, Là, c'est je vais un peu quitter le domaine du cinéma pour arriver dans les jeux vidéo. Donc, Nintendo sort une 3D, une DS avec vision 3D sans lunettes là l'année prochaine. Donc, j'ai lu des Une choses. 3D réglable d'ailleurs. si Voilà, je me oui, trompe il y a pas. un bouton qui atténue l'effet et qui peut l'annuler complètement. Mm. Donc, ça donne de la profondeur, etc. C'est les nouveaux écrans Sharp, Mm. etc. Et de ce que j'ai lu, donc des gens demandaient à juste titre si ça pouvait être nocif pour les yeux des enfants qui sont en pleine croissance, Non. etc. Et effectivement, Nintendo, un responsable de Nintendo a bien précisé qu'évidemment, il n'en sait pas quelque chose comme ça sans études Mm. et que déjà à l'époque, il y a 20 ans, il y avait eu le Virtual Boy Mm. qui avait déjà un peu exploité ça. Qui a éclaté les yeux des ceux qui. Non, mais Toute voilà, une non, génération, mais attends, ce que j'ai lu en fait, c'était intéressant parce que scientifiquement, ils ont fait des études et ils expliquent le mal de crâne parce que ça peut évidemment arriver. Et ceux qui ont testé déjà la nouvelle 3DS affirment qu'au bout de 20 minutes, moi j'ai pas eu l'occasion encore, mais j'ai des amis qui m'ont dit qu'au bout de 20 minutes, ça donnait mal à la tête. Mais en fait, c'est parce que ça fait travailler des muscles en termes optiques, au niveau du contour des yeux, etc., qui sont pas habituellement sollicités et qui effectivement, ça serait comme des sortes de courbatures. Donc voilà, et en fait, au contraire, des scientifiques, après on ne sait pas vraiment la valeur du résultat, mais affirment que en fait non, ça peut être bien parce que ça fait travailler justement Bien sûr. des nouvelles zones, etc. Moi je pense que les Donc enfants. voilà, je pense qu'il faut peut-être pas voir tout de suite, ça y est, ça va me filer un cancer du cerveau. Non, mais mais les effectivement, enfants d'aujourd'hui, qui vont être éduqués à partir de 5 ans à aller voir des films en relief, ont une bien meilleure vue relief Ouais. que nous à, que nous Donc, à leur âge. ils verront comme des mouches tous à l'âge C'est de une, de 30 toute façon, ans. c'est quoi. une Ça, culture. Là, on nous a raconté ça, c'était les mecs justement qu'on avait fait des formations 3D et tout. Enfin, il y a des mecs qui étaient dans une forêt amazonienne qui avaient jamais vu une montagne, tu vois. Genre leur univers s'est arrêté à 25 mètres, puisque tu vois pas au-delà, il y avait des arbres partout. Et ces gars-là, ils les ont emmenés, ils les ont emmenés genre voir l'Himalaya, genre limite en leur bandant les yeux, etc. Regardez, c'est où?
Et les mecs étaient incapables de dire la distance. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas apprécié le fait qu'il puisse y avoir une brume de distance. Ça, c'est quelque chose que tu interprètes. C'est une éducation, quoi. C'est-à-dire que quand tu vois que c'est un peu pas trop net, ça veut dire que c'est loin. Et donc, toute une gamme d'informations, puisque la perception du relief chez l'homme s'arrête à 25 mètres. Donc, en gros, tout ce qui est derrière, pour savoir à quelle distance ça se trouve, ton œil fait appel à d'autres choses. Donc, en gros, je sais pas très bien où je veux en venir, mais il y a une éducation, voilà, il y a une éducation visuelle qui est inhérente à toutes les sociétés humaines et elle est différente. Il y a aussi chaque personne perçoit le relief différemment. On parlait tout à l'heure du mec qui a fait le truc en 3D là. Le court Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano. Il paraît que sa vision du relief est improbable, c'est-à-dire qu'il voit tout. Il a jamais mal à la tête, il voit des jaillissements partout, il en demande encore et encore, alors que tous les mecs à côté de lui, putain, ils sont KO quoi. Ça dépend des personnes. Moi, je sais que je perçois assez mal le relief. Sur Nintendo, il disait aussi qu'il y avait un certain pourcentage de la population qui serait pas du tout sensible. 5%, c'est à peu près 5% de la population, c'est beaucoup. Moi, je perçois très beaucoup. Moi, on a tourné un film en relief, moi je le perçois pas trop, le relief. Moi, je le perçois super bien. Alors que Julien le perçoit vachement. J'arrive à voir les plans où il y a des disparités verticales. Je vois le plan, je dis tiens, il y a une disparité verticale là. Et le stéréographe me dit mais comment tu vois ça quoi. Parce que je vois qu'il y a un truc qui déconne. Chaque personne est éduquée différemment dans sa vision et il y a des gens qui perçoivent différemment, voire pas, ça arrive. Moi par exemple les bouquins en 3D là, je vois jamais rien. Oui, d'accord, ok. Ceux où il faut que tu t'éloignes petit à petit pour. Ça c'est une éducation. J'aurais eu ces bouquins là, je sais pas, à 5-6 ans, peut-être que ça aurait marché. Oui, effectivement. Alors vous, donc du coup, d'après ce que je comprends, vous repartez, c'est pas complètement terminé, mais au point où vous en êtes de votre film, vous êtes plutôt satisfait d'avoir utilisé cette technique-là. Comment vous l'envisagez pour la suite ? C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris, ce serait un film de guerre, donc a priori différent, à moins que vous souhaitiez faire un film de guerre contemplatif. Mais voilà. J'allais dire, c'est du gros morceau. Il y a pire. Il y a pire que Terrence Malick, bien évidemment. C'est pas ce que je voulais dire, mais non, mais on va faire évoluer. On va faire évoluer notre mise en scène. On adaptera la mise en scène relief à l'épaule et tout ça. On adaptera la mise en scène relief au film. On pense aussi à un polar en 3D. Ouais. Voilà. D'accord. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Tout à l'heure, je citais vos courts métrages. Est-ce que vous allez revenir donc à une forme le 6e homme plus dynamique? Qui serait plus proche de moi comme je vous connais en termes de mise en scène. C'est assez dynamique mais c'est différent, c'est-à-dire qu'en gros moi après c'est un truc perso, on en a un peu soupé du shaky cam. C'est-à-dire qu'en gros il y a une mode ces 10 dernières années, c'était complet. On n'a jamais été complètement là-dedans. Plein d'auditeurs là. Et il y en a marre du shaky cam, il y en a marre du flou, c'est-à-dire qu'en gros moi je fais une overdose de flou là, avec les trous des 5D, 7D etc. Les mecs ils ouvrent tous à 0,9, on voit rien et c'est beau. Bon stop. Obturateur aussi, l'effet d'obturateur qu'utilise toujours Ridley Scott. Bon, ils l'ont tous utilisé avec la caméra portée. Non, mais finalement, ce que vous dites, c'est un peu le coup de la caméra portée, etc. C'est un peu Spielberg qui l'a popularisé avec Soldat Ryan. Bien sûr, parce qu'il a carrément inventé une grammaire cinématographique avec ce débarquement. Ouais, mais pour un type de film, comme tu dis. Voilà. Retrouver. Non, mais justement, c'est vrai. Voilà, reportage. Et finalement, Spielberg, il bosse sur quoi aujourd'hui? Tintin, qui est en performance capture. Il ne sera pas en caméra portée. Non. Il est toujours un peu à l'avant-garde. Greengrass l'a fait beaucoup aussi pour ses films parce que c'était aussi une approche quasi documentaire, très sur le vif et tout, mais ça l'empêchera pas de refaire un film plus tard qui sera pas comme ça. Je pense que ça s'adapte au sujet quoi. Puis en même temps, Greengrass et Spielberg utilisent cette technique et le réalisateur de Saw 3, pas sûr qu'ils aient la même. Non mais voilà, c'est-à-dire qu'en gros en relief, on peut arriver à avoir un truc dynamique sans pour autant faire du shaky cam, mettre la caméra sur l'épaule. On va mettre la caméra sur l'épaule évidemment, mais mettre la caméra sur l'épaule, ça n'a pas toujours consisté à la remuer comme un cinglé pour que tu vois rien. C'est ridicule. C'est tout con. Regardez Indiana Jones, il n'y a jamais un mouvement de caméra à l'épaule dans le film. Pourtant, c'est hyper dynamique, ça bouge beaucoup. Je me suis fait la réflexion, je les ai regardés, je dis mais ils ont tourné avec des caméras beaucoup plus grosses que nous encore. Ouais. C'est 70 mm, c'est gigantesque et pourtant il y a de l'action, ça explose, faut qu'il se passe des choses à l'écran, c'est tout. Il y a beaucoup plus de machinaux aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres en parallèle à la 3D, est-ce qu'il y a d'autres techniques et technologies cinématographiques, je pense à l'IMAX par exemple, qui vous intéressent ou que vous aimeriez expérimenter? Le souci avec l'IMAX, c'est qu'aujourd'hui c'est tourné en péloche, donc c'est un petit problème quoi. 70 mm. Ouais. Donc bon. IMAX 3D c'est pas possible en fait, à part en conversion. Il y a une conversion en pellicule quoi. Ouais voilà c'est ça. Donc je vois pas trop. Parce qu'il y a des films, moi, Beowulf, je l'avais vu en IMAX 3D au Gaumont Village. Parce que c'est tout en animation. Voilà, c'est tout en animation. Ouais, c'est ça. Comme tu le mets comme tu veux.
Du coup, tu vois, Nolan ne peut pas faire son Dark Knight en 3D, quoi. Ah, quel dommage. Oh mince. Crotte de Là, pour le coup, j'aimerais bien le voir. Ah, moi, Ouais. moi, Dark Knight en Voir 3D. un je veux camion bien. qui se retourne super loin en 3D, formidable. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. On va pas rentrer dans le débat Dark Knight parce que. De toute façon, Nolan, je crois Il qu'il est est- réfractaire au numérique, il me semble. Il veut tout tourner en péloche et il veut pas que ses films soient diffusés en numérique, j'ai l'impression. Mm. Bon, c'est un choix. Hein. Très bien. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression D'accord, qu'on a fait un petit on peu a le tour fait de un la peu le question. tour, ouais, On n'a pas l'air beaucoup plus convaincu que ça, Bruno, toujours. Non, c'est parce Moi, que. vas-y, Bruno. Alors, ouais, tiens, prenons les impressions. Après cette longue discussion à la fois technique Moi, et, je suis un peu, et informative. je suis un peu de parti pris dans le débat parce que, effectivement, je suis pas un grand fan de 3D de manière générale. Mhm. Parce que j'aime pas les effets gratuits, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin donc d'être immergé, mais pas de manière artificielle, j'ai envie de dire. Il faut vraiment que je sois pris par l'histoire, la mise en scène, le jeu d'acteur. Après, dans le débat là, on a parlé de Derrière les murs. Bon, alors donc on a vu des images quand Julien et Pascal sont arrivés. Je dois reconnaître que ça m'a agréablement surpris. Alors c'était en 2D, mais je suis content. Ça m'a pas surpris dans le sens où je connais leurs cours, je sais ce qu'ils valent entre guillemets. Mais je suis content parce que on a toujours une petite appréhension quand on connaît des gens de voir le travail qu'ils livrent. C'est normal. On veut que ça nous plaise toujours. Donc je suis content parce qu'on en parlait un petit peu avec François et Pascal tout à l'heure. Bon, là, on vous le dit un petit peu en avant-première, mais ça a rendu de beaucoup de cinéma fantastique espagnol. Donc petit déjà, peu, voilà, un petit et chez nous, quand on parle de ça, c'est vraiment très positif parce que on aime le cinéma Ah bah c'est plus fantastique. positif que ça ressemble à tout ce qui se fait en cinéma. Ouais, c'est pas. Non, mais déjà, donc c'est un bon point. Donc C'est à la sûr. limite, moi, des images que j'ai vues, ce que j'ai envie de dire en fait par rapport à ça, c'est que des images que j'ai vues, je pourrais très bien, je crois, m'en contenter en 2D, sans problème. En tout cas, on en a vu 4 minutes. Moi, je me tape 1h30 à l'aise. Donc voilà, la 3D, est-ce que ça va vraiment changer mon appréciation du film? J'en sais rien, on verra quand. Moi j'ai envie de le ça voir en 3D. Je pense que Pascal et Julien le préconisent de cette Évidemment, façon, j'imagine. Je pense que tu auras du mal à le voir différemment au cinéma, je crois. Ouais. Tu seras obligé de te contenter de le voir en 2D. Ou Ah, alors, 3D. tu viendras en avant-première. En 3D, tu Ah veux dire. donc vous là, 3D, vous en 3D, oui, En 3D, voilà. 3D, Oui, parce ouais. que vous voulez vraiment le Nous, diffuser. on va pousser pour qu'il soit diffusé en 3D. Mais quand est-ce qu'on aura le dernier mot de tout ça? C'est prochainement. très prochainement. Alors, A priori, pour, C'est, ne serait-ce que parce que c'est le premier, je pense que ce sera une hérésie de le passer en 2D dans les cinémas. Je trouve ça. Donc là, parce on que parle c'est d'un le premier parc film français en de 2D. 2500 salles en avril. Non, mais il faut voir, c'est toute une problématique avec les exploitants, etc. Ouais. Je pense Bah, qu'il y a nous, des exploitants qui voilà. ne désireront pas forcément le passer en 3D parce qu'il y aura 2 dessins animés qui marchent très bien en 3D. Enfin voilà, il y a énormément de Mais choses. ça dont dépend, on- parce que les exploitants aussi peuvent gagner 3 € de plus et donc du coup ils le réclameront en 3D peut-être. Oui, mais le truc, c'est qu'on est dans une gamme de films dont on sait parfaitement qu'on ne fera pas 1 million d'entrées. Et je me souhaite ça, hein, mais je veux dire, il faut Ah être bon, réaliste à un on moment. le souhaite tous. Et il faut être réaliste. Et si on passe aujourd'hui, même si on n'a pas l'impression d'avoir fait un film qui ressemble aux productions françaises de ces dernières années, il faut bien reconnaître qu'elle dépasserait rarement les 100 000 entrées. Donc si on dépasse ça, ce sera déjà formidable. Mais donc, on ne sait pas dans quel type de salle on va être mis. On a l'impression, nous, qu'on a un beau casting, qu'on a un beau film et qu'on a une belle histoire. Donc ça mérite d'être distribué. Mais encore une fois, on est dépendant de la volonté des exploitants de le diffuser et pas forcément de notre distributeur. Parce que souvent, je lis des trucs sur les forums où les gens disent oui, le film n'a pas été supporté par la distribution, quel scandale, etc. Encore un film qui va faire 20 000 entrées. C'est parfois vrai, comme les cas de Jeans. Oui. Les exploitants auraient pu le vouloir, ils ne l'avaient pas, parce que de toute façon il n'y avait pas de copie. Mais parfois, les distributeurs ont beaucoup de copies, mais les exploitants les refusent. Moi, je pense à un film comme La Horde, par exemple, qui a été, pour connaître les gens de la distribution, qui a été extraordinairement supporté par son Il y a eu distributeur. énormément de frais de sortie, il y a eu beaucoup de copies, et les exploitants n'en ont pas voulu. Alors, on va encore dire que j'aime rien, mais est-ce que la Horde, ça aurait été mieux en 3D? Je crois pas. Est-ce que la Horde ça aurait été bien? Voilà, mais on peut pas. Non, c'est un autre problème. Tu vois, C'est pour moi, un tu autre m'aurais posé débat. la question avec Shining, je t'aurais dit oui. Pourquoi pas? C'est vrai. Ouais, effectivement, parce que Shining, moi je l'ai en Blu-ray. Je l'ai revu, oh là là, mais qu'est-ce que c'est magnifique, un film de Kubrick en Blu-ray. Bah, ça serait, Je remate un film de 2001 qui Kubrick. date de. Un film de Des Kubrick années en 60. relief. je pense que Mais Kubrick au il aurait voulu secours, faire comment du ça relief. tue, Moi, quoi. je pense qu'il aurait voulu faire du Il relief. aurait certainement fait. Et tiens, j'ai une question qui me vient maintenant, un petit peu tard, mais j'ai quand même envie de vous la poser. La 3D, au niveau de la direction d'acteur, est-ce que ça change quoi que ce soit? Absolument rien. Rien du tout. Rien du tout, rien de rien. Sauf que C'est-à-dire parfois que ça leur pour plaît. le comédien non plus, ça Si, n'impose aucune contrainte. Si, il y a une petite contrainte.
c'est que vous savez les regards caméra, les regards, les axes de caméra et tout. Bon, d'habitude ils ont un truc comme ça. Enfin voilà, c'est pas trop. Ouais. Bon, là ils ont l'équivalent d'une télé quoi. Pour regarder. Donc pour oublier la caméra, ça c'est un peu plus compliqué. C'est plus difficile. C'est vachement plus imposant. Mais bon, donc, voilà, c'est leur travail. Hein. Mais c'est leur travail, mais c'est un pas peu ce qui comme, se passait dans les années 50 et ils s'en sont très bien sortis, donc ça va. D'accord. Et sinon, voilà, ce qu'il y a aussi, c'est étant donné qu'on va faire des plans plus longs, eux vont peut-être jouer un peu plus longtemps. Du coup, ça va peut-être au niveau de l'énergie, c'est plus. Mais c'est rien qui n'existe pas déjà dans un certain type de cinéma, au théâtre. Et puis voilà, les acteurs, ils oublient le public au théâtre alors qu'ils ont un truc qui fait 20 mètres d'ouverture devant eux. Donc en vrai, ça pour l'instant, ça ne change rien. Non, ça change absolument rien. Et je crois que ça les amène même pas à venir sur le film à cause de ça, si ça vous pensez aussi. Non, c'était pas sur le film et elle savait même pas que c'était en 3D. Voilà, elle est pas venue en disant comme ça je serais dans le premier film 3D. Le fait qu'on fasse le film en 3D nous a permis d'envoyer le scénario à Laetitia. C'est-à-dire qu'en gros, on va pas se mentir, si on l'avait envoyé le film en 2D, elle ne l'aurait pas lu. Elle n'aurait jamais eu l'occasion de le lire parce que peut-être que son agent aurait bloqué en pensant, sans doute à raison, que c'était un trop petit film pour elle, etc. Là, ça a été appuyé. Là, c'est l'agent qui nous l'a proposé. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui en ont parlé, parce que c'était pile au moment de Cannes et que tout le monde disait c'est vous qui faites le premier film français en 3D, de fil en aiguille, forcément ça parle, et ça aurait pu être un film de Christophe Honoré, ça aurait pu être un film de n'importe qui, de toute façon ça aurait été la même. Finalement, vous êtes un peu une locomotive dans le cinéma français parce que vous avez été obligé de chercher des gens pour vous, etc. Mais ça vous a aussi apporté une entre guillemets tête d'affiche plus grosse qui pourra peut-être faire plus de supporter votre film. C'est possible. Alors nous le truc qu'on n'arrête pas de dire, c'est que c'est bien qu'on ait beaucoup parlé du film, c'est bien qu'on nous ait beaucoup aidé parce que c'est un film en 3D et tout, mais en même temps il y aura le retour de bâton, c'est que c'est sûr que les gens vont nous taper dessus parce qu'ils attendent Avatar 2 ou alors parce qu'on fait de la 3D comme les Américains et que c'est une opération mercantile et des escrocs. Bon, nous on le fait nous on est hyper sincère dans notre démarche, c'est pas ça qui a fait qu'on a fait le film, c'est pas ça qui a fait ça nous a facilité les choses. On va pas se mentir. Oui, j'allais dire, est-ce que parce que ça vous a rapporté, on parle de Laetitia Casta, mais est-ce que à d'autres niveaux le fait que le film se fasse en 3D, je sais pas, de musique, de tout. Est-ce que les gens sont venus se greffer au projet en disant non, c'est qu'on le vrai avantage, il est un peu plus exposé, c'est qu'on parle de nous et pas forcément. Alors aujourd'hui, on va parler du cinéma de genre rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le cinéma de genre français s'exporte extrêmement bien. On en parle dans le monde entier, sauf en France. Et que là, on fait pas vraiment un film de genre, pas se mentir. On va pas prendre les gens. Quelqu'un qui est fan hardcore du cinéma de genre, s'il voit notre film, je pense qu'il va être extrêmement déçu parce que ça va pas être son univers. Mais ce qu'il faut voir, c'est que notre film, on en parle. On parle de cinéma de genre hardcore là, à partir de ce moment-là. Non, mais aujourd'hui, le cinéma de genre, bien sûr, mais le cinéma de genre en France est relativement hardcore. Oui, d'accord. Il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on est plus du côté de Saint-Ange. Toute proportion gardée en tout. Oui. Donc, voilà, on met des guillemets énormes et tout. On est plus proche de ça que d'à l'intérieur. Je pense que c'est un bon choix parce qu'on a vu les résultats des films hardcore de genre. C'est des films qui dépassent à peine 40 000, 50 000 entrées. Voilà, forcément, ça se limite à un public qui parfois n'aime pas. C'est-à-dire qu'ils vont le voir, ils vont se déplacer, mais ils vont pas l'aimer non plus. C'est-à-dire que c'est une frange de spectateurs assez dure aussi, très compliquée. Nous, les 4 minutes d'images qu'on a vues tout à l'heure, ça fait film de fantôme. Donc pour moi, c'est un film de genre. Donc là-dessus. Bien sûr, mais tout est film. Polar, c'est un film de genre pour moi. Après, il y a plus de langage en France qui fait que film de genre égale film d'horreur fauché. Non, ce n'est pas que ça. Non, je pense qu'il y a un potentiel de ce que j'en ai vu. Il y a clairement un potentiel commercial et marketing. Un peu plus ouvert grâce à Laetitia, un peu plus ouvert grâce à la 3D, un peu plus ouvert parce que c'est un film d'époque. Voilà, c'est tout. Mais du coup, vous avez un petit poids sur les épaules quand même. Vous ouvrez une sorte de voie. C'est un peu dommage parce que nous, on aurait voulu faire ça en catimini. On aurait été le deuxième. Bon, c'était super. Bon, c'est le premier. On va nous attendre, on va nous taper dessus ou on va nous dire c'est bien ou pas bien. De toute façon, nous, le film, il est fait. Et on en est fiers. On aime beaucoup ce qu'on a fait. Voilà. On n'a pas d'enjeux monumentaux sur nos épaules. En termes financiers, on vous a dit 100 000 entrées, on est content. Il fait pas vous faites des festivals avec je sais pas encore. Le film n'est pas terminé encore. Ouais, c'est pas. Et la 3D, je pense pas que le film porte l'avenir de la 3D français sur ses épaules. Non. Il faut attendre encore un peu. Il faut attendre qu'un film un peu plus chargé. Il y a le Fantomas de Gans. Alors, je vais être très très vague, mais je n'ai pas l'impression que ce film soit appelé à sortir
rapidement. Oui, enfin bon, quand on parle Ouais. des projets de Christophe Gans, Ouais. c'est toujours Voilà. compliqué. C'est, Il y a Astérix qui devrait se tourner. Ça, Astérix Le sera un nouveau bon étalon. Astérix, ouais. Si jamais il se fait en 3D, ce qui- alors et que J'étais et que- d'ailleurs et que assez les épaté entrées- que les Minimoys, le dernier, sortent Ouais, pas en je crois 3D. que ça, c'est un regret, je pense, ça de leur m- part. Ça Mais, m'étonne vachement. Ouais. Mais si jamais il fait beaucoup d'entrées, les enjeux financiers seront sur ses épaules. S'il rapporte beaucoup d'entrées, là oui, on pourra dire que la porte s'est ouverte vraiment. Et peut-être que Astérix attend aussi derrière les murs, Bah, voir ce qu'il fait, comment ça On sort à souhaite, l'écran, etc. on souhaite que vous dépassiez le million d'entrées. Ouais. Quoi, hein. Évidemment. juste, On a le droit d'ailleurs. non, mais je pense si on dépasse 100 000 entrées, on sera très On content. sait comment Si c'est, on il n'y a avait pas de problème. 150 000, Mais si on bon, avait 150 ça peut être très copies bien. et qu'on avait 150 000 entrées, déjà on peut se serrer la main. Bien sûr. Évidemment. Ouais, exactement. On parlait au début du podcast de cinéma pornographique. Rappelons tout de même que Marc Dorcel, toujours à l'avant-garde de tout, va sortir donc Kamasutra 3D. Voilà. Et que Dario Argento prépare un Dracula 3D qu'on imagine Donc- gratiné. D'accord. Et Nu Image prépare un Spider 4 3D, non C'est long ça. Un Spider 3. Spider 3D. 3D. Donc voilà, il y a toute une gamme de cinéma finalement, et c'est bien parce que tant mieux, il faut de la variété, je pense. Voilà, alors bon, on ne sait pas si on vous a, de l'autre côté de l'ordinateur, si on vous a convaincu ou pas, si on vous a conforté dans ce que vous pensiez de la 3D. Moi, personnellement, j'étais un peu... Enfin, en tout cas, je suis content de vous avoir rencontré parce que j'étais pas comme Bruno. C'est-à-dire que moi, la 3D, pour l'instant, la moitié des films que j'avais vus m'avait convaincu et l'autre moitié m'était vraiment passé au-dessus, mais c'était des mauvais films, genre Le Clash des Titans, des trucs comme ça. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne vraiment derrière les murs. Les images, en tout cas, m'ont bien plu. Bah voilà, je vous souhaite que ça fonctionne en tout cas et que vous puissiez continuer à en faire des films. Que ce Merci. soit en 3D ou pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci Bruno, merci François. Bah, de rien. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. Comme toujours. Entre-temps, vous aurez droit à merci à Pascal et Julien, bien évidemment. Alors, est-ce qu'entre-temps, on aura eu un trailer, on aura eu quelque chose Une date de sortie, machin, tout Date ça, de sortie. dernières C'est infos. encore un peu tôt. C'est C'est trop long. trop encore de un peu discussions. tôt. C'est, a priori, ça serait vers avril, voilà. Donc ce sera pour 2011 de toute manière. Voilà, 2011, Très début bien. 2011, enfin première moitié 2011. Bon, on vous en reparlera en tout cas. D'ici à ce qu'on se retrouve pour le podcast de Creepshop, vous aurez certainement l'occasion de retrouver Bruno pour un petit Les Pieds dans le Pad. Vous le savez, nouveau podcast Creepshop consacré aux jeux vidéo. Allez, non, j'allais dire à la semaine prochaine, non, au mois prochain. Bonne soirée à tous, ciao ciao.